1h26, j'ai infiltré l'algorithme de Pornhub, ça a l'air croustillant. Est-ce qu'on n'aurait pas enfin un documentaire mainstream YouTube basé sur la question de la pornographie? C'est ce qu'on va voir. Moi, je veux regarder ça en étant vigilante. Est-ce que je vais être d'accord avec Charlie Danger? Est-ce qu'elle est basée? Mais en tout cas, pour avoir regardé 5-10 minutes là pour préparer, ça a l'air pas mal. On va voir jusqu'où ça va, quoi. Donc let's go. Je suis récemment tombée sur cette vidéo du youtubeur Thibaut InShape qui explique en substance avoir arrêté de regarder de la pornographie assez récemment pour diverses raisons, et il mentionne notamment le fait qu'il ne se retrouvait plus vraiment dans les contenus proposés. 1 an sans film porno. Yes. Plus d'1 an exactement. Ouais, après ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle porno, quoi? Peut-être que Thibaut il s'est branlé sur Wattpad. Hein, Thibaut? Peut-être qu'il a pris goût pour certains r/Reddit, quoi. C'est facile aussi. Qu'est-ce qu'on appelle pornographie? Déjà, première question. Qu'est-ce qu'on définit comme la pornographie? Je veux dire, si on reprend un peu la racine du truc, c'est pornographie comme cinématographie. Genre, en fait, c'est l'ensemble des représentations du sexe. Donc, il n'y a pas que les films porno. Le soir même, je dîne avec mes copines Les pages lingerie de la Redoute. Bah après, c'est plus votre imaginaire qui travaille que la Redoute elle-même, mais bon. et je raconte l'anecdote. Et là, révélation collective. Aucune d'entre nous ne regarde du porno. Waouh, par contre, ça c'est un truc qui me fascine un peu avec les meufs cis. Non mais bravo les filles, vous n'êtes pas tombées dans cette tricks. Mais c'est fou. Mais simplement parce que on a l'impression que l'offre est un peu bizarre. Après, j'y crois moyennement. Moi, j'ai envie de poser la question de, qu'on y croit ou pas, pourquoi ça a une valeur sociale chez des meufs cis un peu bourges? J'ai le droit de le dire, y a pas de souci. Et c'est pas forcément une attaque, Charlie Danger, elle est un peu bourge. Pourquoi ça a une valeur sociale, dans certains cercles, sociologiquement, de défendre le fait qu'on n'en regarde pas? En tout cas pour des meufs cis. Et est-ce que c'est vrai? La question c'est ça aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a pas qui ont peut-être oublié de dire qu'elles ont quand même regardé un petit peu à une époque, mais en fait c'est une manière de dire qu'elles en consomment pas fréquemment. C'est vrai, j'en regarde jamais. Non mais après je peux le croire. Hein. En fait, pour expliquer un peu ma ligne là, pour s'il y a des gens qui découvrent, moi je défends un angle pro-sexe, pro-porno, mais dans le sens où, étant situé en tant que meuf trans, je suis queer, donc de toute façon vos hétérosexuelleries, c'est un peu moins mon problème, même si je m'en mêle, mais c'est pas mon imaginaire sexuel à moi. Et donc à ce titre-là, mon rapport à la pornographie, pro-cul, bah oui, pro-cul parce que de toute façon je me situe dans les marges, quoi. Donc ça veut pas dire que les marges sont parfaites et elles ont pas leurs problèmes, mais en tant que marginal, on essaye de construire des imaginaires sexuels un peu décorrélés des problématiques que peuvent avoir les cis et les hétéros. Donc à ce titre-là, moi j'ai quand même une vision différente, voire même je dirais que le porno queer est une forme d'incursion dans l'imaginaire hétérosexuel qui parfois peut nous être aussi très bénéfique. Après, évidemment, dans l'industrie du porno, il y a des personnes queer qui souffrent et qui sont exploitées comme les autres, mais à ce titre-là, ce type d'imaginaire sexuel marginal pénètre dans la matrice hétérosexuelle et participe à déconstruire le genre, à déconstruire la sexualité. Et à ce titre-là, moi, j'estime que la pornographie nous sert aussi, tu vois. Déjà, elle nous sert, et puis ensuite, il faut le dire, en tant que meuf trans, il y a beaucoup de meufs trans dans le travail du sexe, il y a beaucoup de meufs trans dans la pornographie, donc vous attendez pas à ce que je sois pas de leur côté pour m'intéresser à leur vécu et à leur situation. D'un côté, on a des sites porno qui nous proposent des choses qui sont quand même assez précises, et de l'autre, des personnes qui déclarent n'avoir pas du tout ces préférences sexuelles-là. Voilà, donc en fait son premier postulat, mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'elle est en mode, je prends les catégories de Pornhub, je prends les statistiques qu'ils nous donnent, et en fait je remarque qu'autour de moi, c'est pas du tout représentatif de ce que les gens regardent vraiment et de ce que les gens aiment vraiment. Donc en fait, est-ce que c'est pas artificialisé tout ça? Très bon point de départ. Hein. Donc j'ai creusé, et j'ai pas été déçue. L'épisode est long, et vous allez voir qu'il y a une raison à ça. Ouais, on a juste fait une découverte absolument folle au fil de notre enquête. Ce que vous allez entendre là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un contenu totalement exclusif. Il y a un biais que les gens vont pas admettre d'aimer. Ah bah oui, mais de toute façon, tout le problème de l'étude des comportements des gens qui consomment de la pornographie, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est très difficile d'obtenir des récits honnêtes autour de la consommation de la pornographie. Et c'est pour ça que je vous redis, allez voir le travail de Florian Voros, parce qu'il a trouvé quand même une méthode assez qui lui permet quand même d'obtenir des données sérieuse. Après, ça demande un travail d'entretien qui fait que son échantillon est beaucoup moindre, mais son compte-rendu, son travail est intéressant, et voilà. Si vous ne voyez pas qui est Florian Voros, c'est un mec qui a travaillé sur les masculinités et la pornographie. Genre comment les hommes, pas que hétérosexuels, mais gays aussi, consomment du porno, quels enseignements ils en tirent, quelle vision du monde ça suppose. Voilà, c'est ça un peu son étude. Voilà. Et Nonor, qui marche un peu dans les pas
de ce sentier de la recherche, donc Nonor de Nonor et Don Max, elle s'intéresse à la spécificité de les femmes qui regardent du contenu homosexuel, ou tout du moins qui s'intéressent à des matrices non hétérosexuelles et qui consomment ce type de contenu et qui s'inscrivent dans ce type d'imaginaire. Et c'est pour ça que dans la vidéo de Grégoire Simpson, il prenait Nonor pour parler du pegging. Parce que le pegging, c'est une pratique qui sort des clous de l'hétérosexualité, tu vois. Enculer son copain, c'est pas très... Ça peut rester hétéro, hein, mais c'est pas hétéro-codé, quoi, au sens normatif. Donc en fait, c'est déjà un peu de la marge. Et donc, ça fait partie de son travail d'analyser un peu ce type d'activité. Première question, c'est sur quoi les gens fantasment réellement? Parce que mes potes, c'est bien, ok, super, mais ça fait pas une étude très représentative des fantasmes des gens. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt regarder les sondages qui existent sur le sujet. Par pure curiosité, je me suis renseignée. Et si on regarde les sondages, aucun ne semble évoquer les 3 catégories dont je vous parlais. Mais quelles catégories? On y vient, soyez patients. On a faire l'amour dans une position particulière, avec un ou une inconnue, avec une célébrité, dans un lieu insolite, avec des accessoires, avoir plusieurs partenaires en même temps, du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, etc. On a même certains sondages qui révèlent un certain attrait pour des pratiques de domination ou de soumission, donc le BDSM. Oui. Ok. Ouais, c'est un peu... L'angle est un peu normie. Moi, ça me fait rire, mais au calme. Tout Jésus, putain, de la domination-soumission, mais comment est-ce... Ah, ventilation, quoi. Et c'est ok, bah oui, c'est ok. Je veux dire, dans toute cette matrice-là, de toute façon, ce qui doit nous guider, ne l'oubliez pas, c'est le consentement, c'est tout. C'est le consentement, c'est la réflexion de où se trouve ce consentement ou pas. Et c'est à partir de l'angle du consentement qu'on doit aussi penser les relations BDSM, même dans des extrémités un peu spéciales, un peu complexes à comprendre, de consentement au non-consentement. Mais là, ça devient compliqué. Parce que dans le BDSM, ça existe. BDSM, c'est ce truc de... Par exemple, dans les trucs de fantasmes de viol et tout, une des configurations, par exemple, ça peut être un homme et une femme. La femme donne son feu vert durant une période pour que l'homme puisse profiter d'elle. Elle consent à ne pas consentir quand ça se passe. Vous voyez un petit peu la méta? C'est très particulier et c'est même très dangereux. C'est une certaine prise de risque et ça peut mal se passer. Mais il y a quand même du consentement qu'on peut retrouver là-dedans, quoi. Genre Master Slave. Non, mais là, je te parle pas de la configuration. Je te parle pas de la dynamique, là. Je te parle de ça en particulier. Avec Safe Word, voilà. C'est... Moi, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens, ils ont l'impression que ça appartient au passé, les trucs de Safe Word. Utilisez des Safe Word, genre vraiment, c'est... Free Use. C'est un peu ce délire-là. Mais après, Free Use, c'est pas exactement ça. Parce que Free Use, c'est un peu le truc de je vais être disponible sexuellement pour toi, mais je peux très bien te dire non. Alors que là, ce fantasme-là précis, c'est je prends des hétéros pour illustrer. Mon mec, pendant 3 jours, peut me baiser quand il en a envie. Après, peut-être pas la nuit, hein, après ça se discute ces trucs-là, mais par exemple, je sais pas moi, si j'étais en train de lire un bouquin sur le canapé et qu'il rentre du travail et que je m'y attends pas et qu'il me prend par derrière, je le laisse faire. Ou alors même peut-être je résiste, mais ça fait partie du jeu. En fait, c'est CNCS, c'est ça qu'on appelle? Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un peu le truc de je consens à ne pas consentir durant une période. Ou après de manière générale, mais moi je trouve que ça commence à devenir toxique. Les relations TPE 24 heures sur 24, c'est les gens, faut avoir une vie, quoi. C'est dur à expliquer aux juges. Oui, mais d'où le fait qu'il faut vraiment faire évoluer. C'est très important que la définition du consentement d'un point de vue légal, elle soit très claire, puisque il faut qu'elle puisse permettre de trouver une configuration où elle fonctionne même dans des situations comme ça. C'est très important, vraiment. Donc c'est pour ça que le consentement, on peut pas se contenter du fameux truc de elle a dit oui, elle est d'accord, let's go. Non. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, le consentement effectif le plus effectif, c'est le non plus que le oui. Ça veut dire que le consentement du oui, voilà quoi, c'est... Les gens ont l'impression de sortir un peu de cette tricks des violences sexuelles en posant tout le temps la question de est-ce que ça te plaît, est-ce que j'y vais, nanana, toutes les 5 minutes quand ils baisent. Mais la vérité sur le vrai consentement, c'est le non. Et encore, il y a le non et il y a plusieurs questions qui rentrent en compte. Il y a l'apprentissage du non. Est-ce que les meufs intériorisent la capacité à dire non? Et est-ce qu'elles sont pas pétries d'une certaine peur de refuser, prendre le risque de se voir agresser ou quoi? Et donc elles se laissent faire. Moi je pense que il faut, d'un point de vue féministe, il faut former les meufs. Il faut leur dire qu'elles doivent ouvrir leur gueule. Il faut qu'elles puissent dire non, tu vois. Il faut qu'elles apprennent à dire non. D'où le fait que les formations qu'on devrait normalement avoir dans l'éducation scolaire autour du consentement et tout sont très importantes et sont très peu dispensées, je tiens à le dire. Aujourd'hui, en proportion, il y a même pas une formation sur 5 qui a lieu, quoi. Apercevoir leur propre désir. Non, parce que c'est beaucoup plus compliqué. En fait, on confond consentement et désir.
Ne tombez pas là-dedans, en fait, vous vous trompez. En fait, le problème de lier les deux, c'est de partir du principe qu'on peut consentir à des choses qu'on ne connaît même pas encore. C'est-à-dire que des fois, ton partenaire, il va te proposer un truc, il va te dire est-ce que tu es d'accord ou pas, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu signes ? Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de le consentement le plus effectif à l'heure actuelle, c'est le non. Parce que quelqu'un peut très bien te dire oui, et vous commencez à faire telle pratique sexuelle, et elle vit mal cette pratique, et à un moment, elle dit stop. Et c'est le stop, c'est le non qui est vraiment le plus important. Et pourquoi je dis ça ? Parce que là où le désir est complexe, c'est que peut-être que la meuf dit oui pour quelque chose qui l'intéresse, dont elle est curieuse, mais dont elle a peur, et elle a besoin de cette expérience pour savoir si elle aime ou pas. Donc en fait, imaginez, si on part du principe de ce oui, elle consent à un truc qu'elle ne sait pas se représenter en tant qu'expérience, et parce qu'elle a dit oui au début, et qu'elle se met à bader pendant, le mec peut se défendre en disant elle a dit oui au début. Mais il y a un problème là-dedans, vous comprenez ? C'est pour ça que vraiment la valeur la plus importante du consentement, c'est non. En tout cas pour moi. T'es une immense merde à te défendre de la sortie mot. Ah, tu parles du gars ? Bah, les gens, ne négligez pas à quel point le patriarcat trouve ses relais. Enfin, je veux dire, imaginez, vous êtes à la place d'un gars, vous êtes accusé, vous dites ah ouais, je risque de la prison, je risque que ma vie parte en couille. Quand bien même t'as fait une dinguerie, t'es carrément prêt à te mettre du côté des juges sexistes, des magistrats sexistes ou quoi que ce soit, pour essayer de te défendre quand bien même tu sais que t'as fait de la merde. Tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est le tribunal, quoi. C'est vraiment des rapports de force qui s'opposent. Il s'agit plus de bonne foi ou de mauvaise foi à ce stade. Il s'agit vraiment d'une bataille de preuves, d'une bataille de... Tu vois. Mais bref, c'est compliqué parce que même... comment tu vérifies qu'une violence sexuelle et sexiste a bien eu lieu ? Ça, c'est vraiment toute la question. Et encore, est-ce qu'il faudrait le prouver ? Est-ce qu'on n'a pas un problème à chercher à prouver ça, tu vois ? Enfin bref, c'est complexe. J'ai pas toutes les réponses. Pour l'instant, le début de réponse qu'on a, c'est vraiment cette question de ancrer dans la législation une définition du consentement qui soit flexible et solide. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Après, toute la question de comment on obtient des preuves, comment la médecine légale s'y prend et tout ça, je pense que ça vient en second temps. Le plus important, c'est déjà d'avoir une conception solide du consentement. Parce que la question des preuves, c'est encore un problème aujourd'hui et même un problème technique, quoi. C'est que on manque de preuves pour prouver ça techniquement et c'est triste pour les meufs. Faut avoir un témoin. Bah oui, c'est complètement absurde. Faut avoir un témoin pour un truc qui se passe rideau fermé, porte close. C'est très compliqué. Enfin, ça veut dire quoi ? Faut conserver le sperme de son agresseur pour bien prouver qu'il est passé par là, tu vois. Enfin, et encore, est-ce que le mec jouit ? Est-ce qu'un mec qui agresse jouit forcément ? 3 options. Soit les gens mentent sur leurs fantasmes réels et les sites porno sont bel et bien corrélés à ça, donc ce que je disais, l'offre, la demande, etc. Soit l'industrie porno crée et met en avant majoritairement ces thématiques, alors que ça n'intéresse qu'une partie vraiment très très minoritaire de la population, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Voilà, si vous suivez pas, là elle est en train de se poser la question de pourquoi ces statistiques n'ont rien à voir avec ce que mon entourage et ce que les gens que je connais ont l'air de dire à propos du contenu qu'ils consomment et tout. Est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est mis en avant par l'industrie volontairement pour masquer le reste ? Soit, dernière option, je me suis trompée. Oui, c'est peut-être sa faute. En fait, elle essaye de vérifier. Voilà, c'est le postulat du docu. Moi, je trouve ça intéressant. Mes pages d'accueil quand je vais sur des sites porno qui sont complètement flingués en me proposant des trucs que personne regarde. Et du coup, c'est pas représentatif des contenus les plus consommés réellement. Et dans ces cas-là, pourquoi moi ? Et donc, ce sujet-là, qui à la base part vraiment juste d'une conversation que j'ai eue avec des potes, ça m'a passionnée. Pourquoi l'offre est décorrélée de ce que les gens admettent aimer, si on résume ? Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que les studios les plus en vogue et les plus productifs ne proposent pas et ne construisent pas des formats qui sont corrélés aux statistiques de ce que apparemment les gens aimeraient le plus, tu vois ? Est-ce que ces statistiques ne sont pas une vitrine pour cacher la réalité des goûts des gens et donc des trajectoires que prennent les studios ? J'ai fait une enquête pendant 9 mois. Et on a réalisé une étude scientifique totalement inédite. Et ce qu'on a découvert est juste complètement fou. On a été censuré, on a littéralement pété Pornhub, et les résultats ont totalement dépassé notre question de base. Et sont, encore une fois, complètement inédits. Mais là, je vais beaucoup trop vite, et je vous spoil un petit peu la suite. Parce qu'en réalité, ça a d'abord commencé comme ça. J'ai ouvert Google. Pornhub. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ce qu'il faudrait presque faire, c'est des statistiques très précises sur quelles vidéos sont réellement les plus consommées. Et ça tombe bien, parce que certains sites proposent justement des sortes de bilans annuels. Par exemple, Pornhub, qui partage chaque année les trends de l'année précédente, donc avec les recherches les plus souvent réalisées sur le site. Most searched for terms, mais ça c'est sur quel site ? Ah, c'est catégorie Pornhub. Hentai, MILF, Pinay. C'est quoi Pinay ? Lesbian, anal, big ass, animé. Hentai en top 1. Waouh, c'est précis. Mais c'est quoi Pinay ? Les recherches les plus souvent réalisées.
Pinaille pour les Philippines. Ah bon? Ah mais c'est du coup c'est les ricains ça. Waouh, 2024, waouh. Ils veulent les dégager du pays mais ils aiment bien les voir dans des clips. Hein. Saviez-vous par exemple qu'au New Hampshire, le terme le plus recherché comparé aux autres États américains, c'est lavement? Mais qu'est-ce qui... pourquoi là-bas en particulier? Qu'est-ce qu'on se marre? Bah non mais ça peut être drôle, c'est... Deuxième problème, c'est que ces stats, en fait, elles sont complètement biaisées. Pourquoi complètement biaisées? Parce que, parmi les catégories officielles du site, c'est sur cette base-là qu'on a fait le classement annuel, il n'existe pas tous les thèmes qui sont présents dans le porno. Notamment, il n'existe pas les 3 thèmes principaux que nous, on a observés avec mes potes. Donc, ils font un classement parmi des thématiques qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées. Ce qui veut pas dire que c'est la réalité du coup. Donc très rapidement, je me suis dit que ça allait pas être suffisant et qu'il fallait aller plus loin. J'ai appelé à la rescousse mon équipe de recherche et on a commencé à fouiller les rapports et les études réalisées à plus grande échelle. Cette fois par les institutions. Donc ceux réalisés par typiquement le gouvernement, le Sénat, etc. Ce genre de choses-là qui sont des trucs bien sérieux. Et Attends quoi? les études réalisées à plus grande... Attends. La réalité du coup. Donc très rapidement, je me suis dit que ça allait pas être suffisant et qu'il fallait aller plus loin. J'ai appelé à la rescousse mon équipe de recherche et on a commencé à fouiller les rapports et les études réalisées à plus grande échelle. Cette fois par les institutions. Donc ceux réalisés par typiquement le gouvernement, le Sénat, etc. Ouais mais justement, voilà, déjà premier angle. Sur l'angle un peu normie, elle voit pas le problème. Le problème des rapports du Sénat et ensuite du Haut Conseil à je sais pas quoi, la légalité des sexes et tout, c'est précisément que en fait ils avaient tout un tas de données statistiques et ils ont balayé la plupart des statistiques qui les arrangeaient pas pour pousser une ligne abolitionniste. Et encore pire pour le rapport du Haut Conseil parce que le rapport du Haut Conseil a encore plus trancher les statistiques qui les arrangeaient déjà pas dans le rapport du Sénat pour présenter un rapport qui est vraiment full abolo. C'est pour ça. Donc sans recul critique, tu ne vois pas en quoi il y a une couleur politique dans ces mêmes rapports. En fait, pour vous donner un exemple, il n'y a pas dans le rapport du Haut Conseil une seule actrice porno ou acteur porno, un seul acteur porno qui a été interrogé. Pas un. Voilà, ça vous donne une idée. C'est que voilà, ce sont des stats qui vont quand même pas mal dans leur sens et oui, il y a un gros biais de méthodologie. Après, voilà, je le dis, je pense que dans son docu, ça va pas changer grand-chose, mais... Et là, on a ouvert la porte du 5e cercle des enfers. Je vous donne pas les résultats tout de suite. Vous allez comprendre après pourquoi, mais on a trouvé des trucs pour le moins étonnants. Normicore, oui, après, faites pas les malins. Si jamais vous auriez dû vous débrouiller tout seul, je suis sûr que vous seriez tombé dans le panneau. Je veux dire, parce que c'est d'un point de vue méta, quoi. C'est comme quand tu lis un article scientifique et que t'as pas encore la réflexion méta qui est de comprendre le fonctionnement même des revues scientifiques, qui publie dedans, pourquoi, parfois des études qui sont tronquées, juste pour obtenir des financements et continuer la recherche, quitte à raconter de la merde, etc., etc. La revue par les pairs qui fonctionne pas trop et le lobbyisme qu'il peut y avoir dans certaines études. Tu vois, c'est le côté méta qui commence à te rendre fou et n'importe quel zététicien ferait une syncope parce que si tu lui dis que se contenter de lire un article, ça suffit pas à avoir la vérité, alors il devient fou, tu vois. Les Assermandax pètent leur crâne. Donc bon, faites pas les malins. C'est pas, je vous l'ai dit en stream, mais vous auriez pu vous faire avoir aussi. C'est toute la puissance d'une institution, justement. Mais en gros, on trouvait que les rapports étaient ils étaient pas giga neutres. Il y avait plein de... Ah, merci Charlie Danger, merci. On va peut-être enfin avoir un vrai docu sur le porno. Un truc sérieux, un truc bien fait. Ah. En gros, quelque chose ne tournait pas rond. C'est comme si le rapport était orienté sur sa façon de dépeindre le porno. Et la raison à ça, c'est que, factuellement, en fait, la plupart de ces rapports sont en effet orientés. Et elle est des nôtres. Et pour l'instant, elle est des nôtres. Elle est avec nous. Charlie Danger, let's go. Pour l'instant, elle a compris, tu vois. On n'a pas encore de truc où, voilà, elle aurait full sucé le HCE ou le Sénat, j'aurais été en mode, ok. Elle a snipé tout de suite. Bravo à elle. Hein. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que dans la réflexion de l'évolution de la pornographie, il y a vraiment des tas de petits collectifs, des tas de petits studios qui essayent de sortir la tête de l'eau, de proposer des imaginaires pornographiques qui sortent de la norme et qui, comme je l'ai dit, participent à une espèce d'effervescence queer,
une manière de désenclaver le sexe cis hétérosexuel et le faire sortir de sa binarité et donc de sa violence. Et ça veut pas forcément dire pas faire des contenus violents, mais pas faire des contenus violents du point de vue des conditions de travail. Voilà, enfin, c'est beaucoup plus des studios qui vont avoir des chartes éthiques, qui vont faire gaffe et tout, qui vont faire attention, qui vont offrir des bonnes conditions de travail et qui vont se soumettre à une certaine surveillance. Ce qui est tout le contraire des gros studios qui, eux, veulent faire des chartes éthiques, mais tout en contrôlant eux-mêmes le système de surveillance de si elles sont bien appliquées. Ça veut dire que ça ne sert à rien. C'est-à-dire littéralement, ils peuvent continuer de faire de la merde. C'est comme du greenwashing, mais là, comment on pourrait appeler ça, du good pornwashing, du femme pornwashing, comment on pourrait dire. Mais du coup, il y a une vague de washing actuellement qui est en train de faire chez Dorsel, chez Jackie et Michel et tout. Et ils ont plein de manières de le faire. Hein. Genre par exemple, quand c'est la journée des femmes, là, je sais plus quel jour c'est, sur leur page, ils te mettent une liste en avant-première de porno féministe. Enfin voilà, ils trouvent des tas de stratégies d'essayer de cacher toute la merde, la manière dont ils créent de la sous-traitance et des affaires comme French Bukkake. Tout ça, ils préfèrent faire comme si ça n'existait pas en faisant semblant de s'intéresser aux conditions de travail. Voilà. Je dis ça parce que si on se contentait de suivre les indications du rapport du Sénat ou du rapport du HCE, là, du Haut Conseil, le problème en fait c'est que ça ne vise vraiment, c'est vraiment la continuité de Matt Kinnon à s'attaquer au patriarcat uniquement au travers de la question de la pornographie. Donc en fait le reste on s'en bat les couilles, c'est symbolique, et à la sauce McKinnon on va dire que tout le problème des femmes va reposer sur la manière dont le porno construit leur oppression. Déjà, premier problème argumentatif, le patriarcat existait déjà avant le porno. Déjà, premier problème, en fait, l'argumentation ne tient pas juste pour ça. Et puis ensuite, parce que la pornographie, c'est pas seulement ces gros studios qui font de la merde et qui sous-traitent et qui créent des situations de French Bukkake. C'est aussi tout un tas de petits pornos, des queers, des trucs qui essayent de faire différemment. Et en fait, ce type de rapport vise à entraîner des politiques publiques de prohibition. Et vous savez ce que ça donne, la prohibition pour les drogues. C'est-à-dire que globalement, je sais pas moi, si vous prenez la prohibition de l'alcool, ça a donné des alcools clandestins très chers, dont parfois très mal distillés, capables de faire crever des gens en fait. C'est ça ce que ça donne la prohibition. Donc la prohibition ne fonctionne pas, surtout quand c'est littéralement le trafic le plus important d'Internet. Savoir quasiment un tiers d'Internet c'est du porn. Donc qu'est-ce que tu vas faire de la prohibition sur ce truc-là ? Ça va continuer de tourner, ça va continuer d'exister, mais cette fois-ci ça sera à l'abri de tous les regards et de toute justice ou toute police qui chercherait à s'y intéresser. Et croyez-moi que ça va pas être joli. Quand ça se passe comme ça, c'est encore moins joli. Donc en fait les politiques de prohibition sont la pire idée si on cherche à améliorer les conditions de travail des gens dans ce métier, si on cherche à faire justice pour ces gens-là. La prohibition ne va pas du tout les sauver. La prohibition va les marginaliser d'autant plus et elles auront encore moins de relais pour avoir de l'aide. Voilà, je le défends sur ce stream. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir des droits, c'est d'être pro-droit, c'est de proposer des droits, des chartes éthiques, un code du travail, de l'inspection du travail dans ces secteurs, et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir par le haut. La prohibition ne sert à rien, vraiment. Et on en revient à ce que je disais dans le dernier stream sur l'abolition du genre. La pornographie est un peu une sorte de réflexion d'abolition du patriarcat, mais ça ne fonctionnera pas. On ne peut que le subvertir de l'intérieur. La pornographie est déjà trop dans les habitudes des gens pour penser que la prohibition fonctionnerait, quoi. Enfin, c'est presque un peu fasciste de penser que ça fonctionnerait. Par quels outils tu vas faire en sorte que ça fonctionne ? Tu vas fliquer la vie des gens partout ? Big Brother is watching if you stroke your cock. C'est l'idée, oui. Bah, en plus, en ayant des structures comme Palantir et Donald Trump et tout, les GAFAM qui sont au service du fascisme, vous croyez que ça me donne envie, moi, que Big Brother is watching if I stroke my cock? Ça fait quand même beaucoup de data compromettantes, tu vois. Vers quoi on va avec ce type de politique, vraiment? Et ce positionnement, dans l'étude, ça se ressent. Dans le choix de la commission d'écriture du rapport, mais également sur sa composition. En gros, dedans, ce sont plus ou moins tous des militants anti-porno. Voilà, c'est ça. Mais partout, hein. Regardez, c'est ça. Ah, la liste, elle est très intéressante, là. Pour la commission lutte contre les violences faites aux femmes du Haut Conseil de l'égalité, là, vous avez tous les personnages et vous voyez. En fait, vous avez déjà un peu une liste qui vous donne un peu un état des lieux où est-ce que ça bloque d'un point de vue prohibitionniste. Céline Pic, coprésidente de la commission, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Solidarité Femmes 67, Association Women Safe and Children, présidente de l'association du Mouvement d'Uni, c'est tellement précis. Regardez, Claire Kidé, présidente de l'association du Mouvement d'Uni, rappelle une des associations historiquement prohibitionnistes du travail du sexe, précurseuse
dans le domaine. Voilà, c'est important de voir un peu ça. Rappel, hein, le mouvement du nid, pour vous dire à quel point c'est des clowns, ils vont faire des maraudes dans les bois pour rencontrer les prostituées, mais attention, jamais avec des cafés, jamais avec de la nourriture, jamais avec des protections, jamais pour leur filer quoi que ce soit ou leur offrir une quelconque aide, parce qu'il ne faudrait pas les encourager. C'est-à-dire que des fois, tu as effectivement des migrantes qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de quoi se chauffer et qui font des pipes en balle, mais il faudrait pas leur amener un petit café chaud quand même, ou des protections. Il s'agirait pas de l'encourager. Et là où moi j'ai trouvé ça d'autant plus suspect, entre guillemets, c'est que certains spécialistes pertinents ont aussi été complètement... Ils font quoi? Ils leur balancent des pierres? Non, ils viennent comme des missionnaires chrétiens. C'est leur méthode. Ils arrivent comme des missionnaires chrétiens au Québec. Dans les réserves. C'est vraiment en mode on va vous évangéliser, quoi. On va vous faire comprendre que ça va pas et que vous devriez arrêter. En missionnaire. Ah oui, c'est ça, les militants du mouvement du nid viennent pratiquer le missionnaire au bois de Boulogne. Qu'une personne venant de l'industrie du porno qui n'a été auditionnée. Ah merci, putain, mais Charlie Danger. Mais merci, le poulet. Les acteurs interrogés ont ensuite dénoncé la décontextualisation de leurs propos et le fait que leurs témoignages auraient été sortis de leur contexte. Et... Incroyable. Oui, donc c'est ce que je vous disais. Dans le rapport du Sénat, les acteurs qui ont été interrogés ont vu leurs paroles déformées et ensuite se sont plaints. Et dans le rapport de la haute au conseil, là, à l'égalité, ça a carrément disparu. Les témoignages, ciao. Bye bye. Je remets juste ce passage. Lettre de démission du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qui est marqué là? Le sociologue Florian Voros rend public sa lettre de démission du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Justement, je vous en parlais. Il est là. Madame la présidente, nana, je vous prie de bien vouloir recevoir ma démission. Même ce mec dont je vous parle là, qui a fait les études que je vous parle sur la masculinité et le porno, tellement c'est trop, il est parti, tu vois, c'est bon. Il n'y a plus rien à attendre de ça. Quand on cherche des informations sérieuses sur la pornographie sur Google, ce sont globalement ces trois rapports-là qui sortent en premier. Oui. Celui du Sénat, celui du Haut Conseil à l'égalité et l'Académie de médecine. On n'a pas d'autres rapports. Rien. Admettons que Charlie Danger est basé, prendre le point de vue normie, choqué, surprise morale, est-ce que ça marche? Bah après, il faut resituer sa perspective à elle, tu vois. Moi, je vais pas commencer à casser du sucre sur une meuf cis-het, sûrement. Je connais pas sa vie sexuelle, qui est un petit peu choquée de ce qu'elle peut trouver là-dedans. Moi, ce que je respecte, c'est qu'elle a fait son travail, tu vois. Elle se contente pas de faire une vidéo pour dire oh là là, c'est bizarre les catégories. Non, elle a fait une enquête, tu vois. Donc déjà respect. Et puis après, c'est son prisme à elle, tu vois. J'ai rien contre. Je suis sûr que si elle voit ce stream, elle est capable d'entendre ma vision à moi du porno en tant que queer, tu vois. Elle est pas contre, elle a rien contre. Donc c'est normal, tu vois. Pour une meuf 6-7, c'est normal d'avoir un peu cet avis. Et moi, j'avais pas envie de vous proposer une analyse basée sur des sources qui sont biaisées. Alors, on a décidé de procéder autrement. On a décidé de se recentrer et de regarder plutôt du côté des études scientifiques, sur des sites dédiés comme par exemple PubMed. Et c'était cool. Mais, très vite... Oui, si t'en regardes jamais, tu peux te choquer. Je me suis rendu compte qu'il y a un énorme fossé dans les types d'études qui existent. Oui. En gros, beaucoup des études se concentrent sur le lien entre criminalité et pornographie. Et oui. Mais en fait, les gens comprenaient que vis-à-vis du porno, la méta, c'est comme les jeux vidéo. C'est comme les jeux vidéo. Et en fait, le problème de l'affaire Bukake, c'est comme si, je sais pas moi, demain, vous avez un jeu vidéo hyper violent qui s'est avéré vraiment rendre fou des gamins qui y ont joué. Et les autorités publiques décident d'envisager d'interdire le jeu vidéo. Vous voyez un peu? Maintenant, prenez ça pour la pornographie, c'est ce qui se passe en fait. C'est littéralement ce qui se passe pour la pornographie. C'est comme si vous aviez un porno violent ou une situation d'un studio qui fait des trucs violents et potentiellement la sanction s'applique à l'ensemble de la production et de la profession. C'est un peu disproportionné et surtout c'est une manière de maquiller le fait que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'égalité homme-femme ne se contente de ne faire que ça. Alors qu'il y a des tas d'associations qui réclament du budget depuis des années, qui ne l'obtiennent pas, mais bon, les choses changeront parce qu'on interdit des gens de se branler. Des statistiques, du solide, ok? Pour pouvoir vérifier mon hypothèse de base. C'est ça le but. Sauf que ça n'existe pas. Et oui, il faut les faire. Tout est à faire sur ce domaine. Mais c'est pour ça que moi, les porn studies, je les trouve hyper importantes. C'est pas encore assez développé, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Nonor parce que elle s'y inscrit. Mais les porn studies, c'est en train de se mettre en place. Et là où elles sont très importantes, c'est parce que c'est précisément en ayant des chercheurs qui vont aller honnêtement et méthodologiquement nous sortir des vraies statistiques et pouvoir vraiment nous donner un état des lieux du comportement fantasmatique des gens sur ce genre de site qu'on va pouvoir vraiment s'orienter. Et non pas se contenter des espèces de comptes rendus sélectionnés, abolitionnistes que les institutions nous donnent, quoi, pour nous orienter dans un sens anti-porn. En fait, ce qu'il faudrait presque, c'est
crée soi-même les données, mais c'est illégal. Craquer l'algo de ces sites et faire une sorte d'étude statistique et analytique complète de concrètement qu'est-ce qu'il y a sur les sites porno. Mais ça veut dire faire une étude illégale. Est-ce que la vidéo nous présente un truc illégal là? Moi ça me hype un peu. Pourquoi illégal? Parce que tu ne peux pas siphonner les données d'un site sans son consentement pour établir des statistiques sur la consommation de ce site. Oui, c'est du scrap, c'est ça, c'est aspiration de données. Oui voilà, espionnage industriel, ça peut être considéré comme ça. Des siècles à consommer du porno, c'est pas forcément un choix de vie que j'ai envie de me donner actuellement. Donc, l'autre alternative dans un monde idéal, ce serait qu'il faudrait presque créer une sorte d'algorithme spécialisé et en gros scraper, récupérer tout le contenu de ces sites-là pendant des mois Voilà. et collecter juste des millions de je sais pas combien de tonnes de La taille de la base de données par contre. On rappelle, hein, un tiers d'internet, ça fait beaucoup. En fait, il faudrait même carrément trouver une sorte de génie des maths et des algorithmes qui serait capable de faire ça. Et quand bien même on trouvait quelqu'un comme ça, bah ce serait juste toujours giga illégal de le faire. Donc elle va le faire, c'est ça? Charlie prend des risques? Charlie en danger? C'est tout à fait possible de récupérer n'importe quelle donnée qui est présente sur n'importe quel site web, donc y compris les sites web qui nous concernent pour notre étude. Bien sûr, accéder à un site web sans l'autorisation de la personne qui l'a déployé est totalement illégal et du coup, on ne le fera évidemment pas. Ok. Non, vous allez le faire, c'est ça? En effet, Mohamed a raison. On va pas le faire, ce sera pas possible parce que c'est totalement illégal. Mais j'ai l'impression que c'est juste là, depuis 5 minutes, c'est juste un flex de « Ok, c'est illégal, mais on l'a peut-être fait. Mais on l'a pas fait, mais on l'a peut-être fait. » Si des gens que nous ne connaissons pas et qui n'ont absolument rien à voir avec nous, qui Voilà. n'ont pas les cheveux longs aux hanches, ni des petites lunettes et que nous n'avons jamais rencontrés, décidaient, eux, de scraper Pornhub pour en récupérer l'intégralité des données pendant des mois, Oui, voilà, j'ai des bons samaritains. mettant de côté leur vie privée et leur hobby pour faire un travail colossal, et décidaient, dans leur grande bonté, de publier l'intégralité de ces résultats sur le dark web en consultation Voilà. totalement légale Voilà. à n'importe qui, là, théoriquement, on aurait le droit, légalement, De s'en servir. d'exploiter ces données. Non, c'est du génie. Bien joué. Après des mois de travail, en tout cas c'est comme ça qu'on imagine, on se met à la place des anonymes du dark web, on a réussi, pas nous directement, c'est bien sûr en général, à récolter suffisamment de données pour être exploitable par Mohamed. Pour vous donner une idée un petit peu plus concrète, on a 130 catégories officielles proposées par Pornhub, contre 470 000 tags Oui, tag... oui, ok. différents. Mais comment tu fais pour trouver les tags? C'est ça qui est fou. Et donc on a fait ça. Et alors, à votre avis, sur 600 000 et quelques vidéos, quels ont été les tags les plus représentés? Alors, d'après vous le chat, sur 600 000 vidéos, anal. Moi je pense qu'il y a anal, ouais. Teen, ouais, anal, teen, inceste. Ah, est-ce qu'on est aussi des jeunes? Step bro, ouais, c'est trop précis là vos trucs là. Milf, moi je pense anal, teen, milf. Je pars là-dessus. Vous pensez qu'inceste c'est aussi répandu que ça? Trans, anal, mother, daddy. Daddy, il y a grave moyen parce que daddy, c'est au-delà de la méta-inceste en vrai. Mommy aussi en vrai. C'est aussi un terme générique que tu peux retrouver pour certaines dynamiques. BBC, ah ça, il y a moyen. Black Cold. Je vous ai pas demandé de mettre les tags qui vous plaisent à vous. Hein. Daddy avec une conférence de Mélenchon, oui, oui. Moi j'ai dit MILF, anal, teen dans les premiers. À la 5e place du podium, OMG. on retrouve le terme gros cul. Je suis un peu déçu. Belle maman. Ah, mais putain, mais vous aviez raison. Mais moi, je pensais que la société est moins indigène. Après Belle Maman, c'est low-key inceste, mais on n'y est pas encore. C'est l'inceste, mais possible. Beau papa. Ok. Grand-père. Grand-mère. Wesh. Belle-sœur. Beau-frère. Globalement, toute la famille y passe. Là, on est sur le inceste famille recomposée. Pour l'instant, c'est... C'est-à-dire l'inceste. Ok, donc c'est 3e place. Putain, c'est moi qui suis normie en fait. C'est moi qui pensais que... La 3e place est occupée par des termes contournant l'impossibilité d'utiliser d'autres mots Attends, quoi? qui, eux, ont été bannis, mais qui désignent globalement la même chose. Ah oui, ok. 18 ans, Ah oui, teen. Oui, oui. Donc, oui. adolescente, Ok, donc j'ai raison déjà là-dessus. jeune, très jeune, à peine légal. Wesh. Le tag à peine légal me fait peur, genre. Et 2e place,
rough. Deuxième place, rough. Ouais, c'est un adjectif presque. Mais bro, oui, bro. La violence. Après, est-ce qu'on peut traduire rough par violence? Et plus, c'est pas plus par sexe hard, mais sexe hard au sens de c'est pas un sexe doux, c'est un sexe de performance brutal, voilà, brutal. Je sais pas si on peut traduire brutal par violence. Pour moi, c'est hard, rugueux. Ouais, c'est surtout rugueux, sauvage. Oui, globalement, vous pouvez mettre plein de trucs, quoi. Trop chelou, les bails brutaux? Bah là, pour le coup, non, je suis pas trop d'accord, en fait. Justement, en fait, c'est un peu chelou de penser que ça ne devrait pas avoir sa place dans la sexualité. Moi, je trouve le chat d'acteur, oui. Oui. Ah oui, Tom, merci. C'est le meilleur avis. Le chat d'acteur. Oh, la violence, quand même. Non, après, il y a des gens, ils regardent pas de porno. C'est normal, ça les choque. Ils comprennent pas. Respect à vous. Tout le monde n'est pas un acteur sur ce chat, bien sûr. Pas la violence, du coup, parce que la violence, c'est particulier. La violence, c'est vraiment genre, tu fais du mal à quelqu'un, et voire même, il y a de la cruauté derrière. C'est encore autre chose. Mais rough, dureté, c'est rude. Ouais, ça veut dire dur, ça veut dire rude. En vrai, les gens, même des hétéros cis qui regardent pas de porno, ça peut leur venir en tête de se dire vas-y, ce soir on y va fort, quoi. Tu vois, genre, je ne vois pas en quoi c'est une dimension particulièrement fétichiste, en fait. C'est plus un adjectif pour essayer de s'orienter vers un contenu où on veut pas des trucs à l'eau de rose ou de l'érotisme, tu vois, un petit peu. Donc ça me paraît normal que ça soit deuxième position. Et enfin, à la première place du classement, on a Big Dick. Ok, c'est à la tête. Ok, ouais. On ne change pas le patriarcat non plus. Après, c'est très homosexuel un peu, hein. Beaucoup d'hétéros qui veulent à tout prix voir une grosse queue. Genre leur prérogative, c'est pas forcément ce qui se passe, c'est la grosse queue. Big schlong, bah oui. Là, je peux revenir sur le fameux rapport du gouvernement et sur pourquoi est-ce qu'on le trouvait particulièrement suspect. En gros, il disait 90% des vidéos contiennent des actes de violence physique Ah oui, déjà premier problème. ou verbale. Faire la haine et non l'amour, apologie de la pédocriminalité, il faut protéger les enfants, des acteurs qui violeraient sur commande, des femmes contraintes au silence. Le discours pornographique fait partie des stratégies de violence qui sont exercées à notre endroit. Il humilie, dégrade et est un crime contre notre humanité. Je rappelle, hein, le patriarcat existait avant le porno. Je pense que c'est le meilleur argument, tu vois, juste pour parler de ça un petit peu. C'est oui, d'accord, oui, il y a un problème avec l'industrie, tout le monde le dit, mais le patriarcat n'arrêtera pas. En fait, c'est même une stratégie pour une certaine masculinité hégémonique bourgeoise que de mettre l'accent sur ce qui paraît être à la marge, à savoir ce qui se fait dans des vidéos, et ne jamais questionner ce qui se fait dans les couloirs de l'Assemblée, parce que parfois c'est là que ça arrive. Je tiens à rappeler quand même que c'est quand même sous ce gouvernement qu'on a eu le meilleur roster d'agresseurs sexuels qu'on a jamais eu, quoi. Ils y ont été forts quand même, genre il y en a eu pas mal. Toujours dans ce rapport, il cite aussi la catégorie teen comme étant l'une des plus populaires, ce qui est donc assez vrai pour l'instant, en tout cas des tags qu'on vient de voir. Mais il le note directement en remarquant que teen est une catégorie pédopornographique. Alors, oui et non. Elle est tendancielle, mais non. Oui, elle est tendancielle. En fait, les gens qui cherchent ça, en vérité, ils vont scroller jusqu'à trouver le truc le plus low-key pédo. Mais ça veut pas dire que tous ceux qui consomment cette catégorie font cette démarche. Mais je vois très bien comment ça fonctionne. Le mec va taper teen et il va scroller jusqu'à trouver le truc qui active en lui une espèce de fantasme un peu pédo. Mais c'est pas représentatif de tous ceux qui l'utilisent. Pas aussi beaucoup d'ados de 12, 14, 16 ans qui tapent teen? Je pense pas. En fait, pourquoi les ados auraient pour réflexe de se dire « Ah, je veux voir des gens jeunes comme moi faire du sexe ?» Si, moi je partirais plus du principe qu'ils ont envie de voir ce que les adultes font, donc ils commencent par regarder les pratiques et en second temps ils vont voir teen. Moi j'étais comme ça, ah ouais. Bon désolé, je vous comprends pas assez. C'est pas déconnant. Bah ouais, moi j'ai un peu l'avis de ils vont d'abord explorer ce qui se fait parce qu'ils sont curieux, ils ont plein de questions sur mais c'est quoi une sodomie, c'est quoi un bukake, tu sais, genre dans mon souvenir pas du tout. Je les vois plus belle maman. Non mais c'était un peu fucked up ça. En mode tu projettes sur ta vie d'ado. Oui, moi j'ai pas du tout eu ce réflexe, hein. C'est évidemment pas spécifiquement les adolescents qui sont visés ici. Ce sont des termes paravents qui sont utilisés pour éviter de dire autre chose. Parce que d'autres termes sont complètement illégaux. Mais je veux dire, quand bien même on peut être pas d'accord avec le rapport qui qualifie ça uniquement de trucs pédopornographiques, c'est faux, on doit quand même interroger le fait que, putain, les mecs... ils veulent à tout prix voir de la jeunette, tu vois. Les mecs, peut-être des meufs, mais là on parle surtout des mecs. Non mais
si on plisse les yeux. Mais non, mais il faut quand même interroger cette tendance vraiment à vouloir de la chair fraîche, quoi. C'est un PB. Parler. Mais c'est un PB, moi je dirais même que c'est un PB qui dépasse même les frontières du patriarcat, parce que pour nous les meufs trans, il y a quand même cette interrogation de pourquoi est-ce que notre seul référentiel pour illustrer, par exemple avec des animés, ce qu'on est et les situations, c'est forcément des jeunes meufs en mode hentai, tu vois. Genre tout le monde est un peu touché par ce truc de... Voilà. Et même les homosexuels. Particulièrement pour les homosexuels, c'est l'adolescence, le moment de transgression, le moment d'apprentissage de la sexualité. Et finalement, dans le prisme de la jeunesse, c'est une manière de se rappeler de ce parcours et de ces sensations quand on était jeune, de découverte. Et à ce titre-là, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi ça trixe les gens. C'est que c'est un moment, en fait, c'est un moment très important de la vie sexuelle, le moment où tu découvres tout ça et que tu es jeune, et voilà, une certaine fascination pour l'entrée dans la vie sexuelle. À ce titre-là, moi, je peux totalement comprendre que ça trixe. Mais la vérité sur le patriarcat, c'est que c'est pas pour cette raison-là, quoi. En fait, c'est certes le fantasme des meufs qui rentrent dans la vie sexuelle, mais avec pour but principal de les dévergonder, de les modeler et d'en faire des bonnes salopes. Hockenheim, ouais, c'est Hockenheim qui en parle. Guy Hockenheim, oui. Mais Vivian Petit, il avait fait des articles sur Hockenheim et tout. Je vous conseille d'aller voir les articles de Vivian Petit. C'est lui qui avait fait un article sur Matzneff. Il avait fait un très 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 long article, je sais plus sur quel site. C'était lundi matin, je crois, je sais plus. Les acteurs et actrices ne sont pas mineurs. Donc d'un point de vue légal, ce n'est pas de la pédopornographie. Ce que je veux dire, c'est que nous, quand on a lu l'étude, du coup, on a trouvé ça un petit peu étrange, un petit peu malhonnête intellectuellement de le présenter comme ça. Non, pour moi, les contenus les plus tendanciels de ce type, c'est quand il y a les artifices de la confusion pédopornographique qui entrent en compte. Alors là, c'est vrai qu'on se retrouve encore dans une méta plus complexe. C'est quand c'est des teens, mais qu'en plus on leur donne les artifices d'une certaine confusion et qu'on les choisit pour leur physique pour cette confusion. On peut totalement faire une critique de ce que représente cette catégorie. Ça, ok. Mais le présenter dans une étude qui est censée être sérieuse comme de la pédopornographie, c'est pas très... Voilà, quoi. Pas besoin d'avoir l'âge. Bah, quand vous avez une actrice de 19 ans qui fait 1m50 et 40 kg de voix mouillée, habillée en schoolgirl, avec des petites couettes, effectivement, le but, c'est pas que vous sachiez qu'elle ait 19 ans. Et ben, dans les stats qu'on a analysées, on a proportionnellement 17% des vidéos qui possèdent au moins un tag lié au thème violence. Ok, c'est moins que ce que je pensais. 14% des vidéos qui possèdent au moins un tag lié au thème teen. Ouais, donc c'est beaucoup. Et 13% des vidéos qui possèdent au moins un tag du thème famille. Ouais, donc on a vraiment les grosses catégories là. On part pas des utilisateurs mais de la production, c'est intéressant. Alors comme ça, je vous donne ces stats et vous allez me dire que 17%, 14% et tout, c'est pas zinzin. Si, c'est pas mal. C'est pas énorme. Si. Sauf que, il faut pas oublier que des tags, il y en a tellement. Encore une fois, vous vous rappelez, il y a vraiment des milliers de... Ça veut dire que à L3, ces 3 catégories concernent quasiment la moitié des contenus. C'est énorme. Sauf que là, depuis tout à l'heure, on ne parle que des tags. Or, c'est peut-être pas le moyen le plus efficace pour savoir quels sont les contenus préférés des gens. Donc, troisième étape pour nous, on s'est dit qu'on pourrait regarder seulement les vidéos les plus populaires de la plateforme et voir s'il y a des différences entre du coup la majorité de tags qui s'y trouvent et la majorité de tags qui se trouvent sur toutes les vidéos en général. Parce que après tout, c'est pas parce qu'un tag est utilisé majoritairement sur le site que ça veut dire que c'est ce tag qui est le plus consommé ou alors qui se retrouve dans les vidéos les plus vues de la plateforme, vous voyez? Et là, on a trouvé un truc. En gros, la répartition des vues est totalement déséquilibrée. Dans le cas de notre étude, voilà à quoi ressemblait notre courbe de Lorenz. Le point rouge, situé sur la courbe, Wesh, mais waouh. signifie que 80% des vidéos sur la plateforme totalisent 6% des vues. Oui, c'est ça, oui. Et après, il y a le top à côté, quoi. J'imagine qu'on fait des stats pour Twitch et YouTube, c'est pareil. Il y a de très nombreuses chances, statistiquement, que si vous prenez une vidéo au hasard sur la page d'accueil de Pornhub, que au moins un de ces 3 thèmes, si ce n'est les 3, y soit majoritairement représenté. Oui. Ok. Du coup, ça dit quoi de nos fantasmes? On aime bien l'interdit. En fait, ce qui serait pas honnête, c'est de considérer que les gens, ce qu'ils vont chercher
dans le porno, à l'abri de tous les regards derrière un ordinateur, les volets fermés et tout, ça soit des trucs qui soient juste en continuité avec leur imaginaire sexuel. C'est précisément un dispositif de subversion. C'est précisément un dispositif de allons creuser là où les regards ne voudraient pas que j'aille creuser. Donc en fait, le dispositif même de consommation invite à la transgression. Il y a un effet de renforcement, oui, ensuite il y a un effet de renforcement où tu t'habitues à certains contenus et oui, ça c'est le fameux truc de toujours plus violent, je sais pas quoi. Après, il faut pas le prendre comme une maxime, une règle et tout, parce que c'est pas si vrai que ça, tu vois. Genre, moi je peux te dire qu'il y a eu des moments de ma vie où j'ai pu regarder des trucs un peu trashy, et puis ensuite, j'en suis revenu à une méta de j'aimais bien voir des femmes s'embrasser, et ça me suffisait. Donc en fait, des fois, non, tu vois, il y a des périodes comme ça. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul. Donc mon objectif ici, c'est de ne pas avoir de jugement et simplement d'être analytique. En gros, s'interroger sur une question. Pourquoi ? D'abord, vous remarquerez que là, je viens de parler d'inceste et de pédophilie déguisée assez volontairement. Alors que officiellement, les tags, c'est belle maman et adolescent. Si je fais ça, c'est parce que ces sujets sont interdits sur la plateforme. Et ils sont par ailleurs illégaux dans la vraie vie. Avec évidemment des subtilités selon les pays, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez même pas chercher enfant dans la barre de recherche de Pornhub, par exemple. C'est interdit. Donc, comme l'inceste est interdit par la loi, les scénarios dans des vidéos sont toujours centrés sur une relation familiale sans parenté biologique. C'est ta demi-sœur, ton beau-papa, etc. quoi. De la même manière, comme les relations avec des mineurs sont interdites par la loi, on suggère la jeunesse, mais on ne l'explicite pas clairement. Pour résumer, on flirte avec les limites sans jamais vraiment les dépasser. Et donc, une première hypothèse pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fantasmerait apparemment sur ces trucs en majorité, que personne n'assumerait fantasmer sur des trucs comme ça dans la vraie vie, et ben c'est exactement ça, l'interdit. J'ai pensé aussi, tu rajoutes step et c'est bon. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est la famille recomposée. On peut. Quand bien même, au fond, quand t'es vraiment dans une famille recomposée qui tient, bah c'est trop bizarre, genre c'est ta famille, tu vois. Sauf que, moi, cette hypothèse, je la trouve pas du tout cohérente. Elle me satisfait absolument pas. Elle ira plus dans le sens d'une logique de renforcement. Par exemple, si cette hypothèse est vraie, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas dans le top 3 zoophilie ? C'est giga tabou. C'est super interdit par la loi aussi. Donc si vraiment l'hypothèse de on est attiré par les trucs interdits et tabous était vraie, on pourrait s'attendre à retrouver une catégorie comme celle-ci. Bah, il y a Fury, en vrai. Stepdog. Un autre exemple d'interdit qu'on pourrait s'attendre à retrouver, c'est le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est une pratique qui est non seulement illégale, mais en plus un petit peu tabou. Wesh, mais attends, ça me fait rire, cannibalisme. Un gameplay de Fear and Hunger en premier, ça me fume. Et ben ça, c'est un truc, une catégorie, ou un tag, ou en tout cas une pratique, qui est juste complètement absente de nos clusters de tags. Pardon. C'est sexuel le cannibalisme ? Bah oui, bien sûr. Enfin, il y en a, ça les excite. Le délire de on va me manger. Je dis pas comprendre, hein, je ne comprends pas, mais vous êtes jamais tombé sur les faits divers un peu badants en mode il s'est fait couper son pénis et son partenaire l'a mangé devant lui. Elle a cuisiné son pénis. Parce que des fois, il y a cette intrication. Fantasme de nuque et fantasme cannibale, par exemple. Elle a pas cherché bien, le bon terme c'est vor. Oui, je pense que c'est l'angle un peu normie, qu'elle a pas vu beaucoup de porno, parce qu'effectivement, le vor, c'est le terme pour parler de ça. Bon, alors ça se trouve, ça existe et c'est juste moi qui me suis plantée et je l'ai pas vu. Donc si jamais il y en a un, si vous êtes adepte de porno cannibaliste... Non, j'ai jamais compris, moi. Vraiment, je comprends pas. Après, il y a peut-être des gens dans le chat qui peuvent expliquer, mais mais en fait, j'imagine c'est un truc de... Tu sais, c'est comme je parlais de la dimension proie, chasseur et tout. C'est une extension de la position de proie que de fantasmer sur le fait d'être mangé, d'être abusé et mangé. Je veux pas comprendre perso. Comprendre, ça veut pas dire que tu vas être contaminé. Hein. Moi, justement, je trouve qu'il y a un truc révélateur dans la peur des imaginaires sexuels d'être contaminé par eux. Genre... L'inceste, la violence envers les femmes et la jeunesse, ce sont pas vraiment, dans notre société, de gros interdits. Dans notre société, c'est partout. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qui a entre 14 et 18 ans. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 4 ans. Au secours, Maznev. Est-ce que tu inclus ça dans la question du consentement ? Au secours. Non, voilà ma réponse. Maznev, c'est qui ? C'est un auteur pédophile qui a eu du succès en France à une époque et qui a écrit des bouquins où il racontait ses aventures amoureuses avec de très jeunes filles. C'est tristement hyper courant. Oui, c'est interdit, mais ça arrive beaucoup.
Le rapport Ah bah oui, public de 2023 un enfant sur 10. Hein. de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants rapporte ainsi qu'en France, il y a 14,5% des femmes et 6,4% des hommes qui sont confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est une personne sur 10. C'est juste énorme. Et en plus, dans 80% des cas, l'agresseur est un membre de la famille, donc ça recoupe avec l'inceste aussi, hein, encore une fois. Mais est-ce qu'on devrait pas parler des agressions dans le RER? Les Arabes et les Noirs qui agressent dans le RER. Voilà le problème des femmes, voilà le problème des agressions sexuelles. Les 3 catégories représentent à chaque fois des situations violentes. Et oui, si vous regardez inceste, violence envers les femmes et pédophilie, ce sont des situations de violence. Oui. Certains vont même plus loin dans cette analyse. Selon eux, l'explication pourrait être qu'en fait, les humains raffoleraient de la violence. Non, moi je pense que c'est plus le dispositif de consommation du porno qui amène à chercher dans les failles un peu sombres. Et les failles sont tellement grosses qu'elles finissent par être, non pas des failles, mais des autoroutes, quoi. Que ce soit dans le sport, les films, les jeux vidéo, etc., notre société regorge de représentations plus ou moins positives de la violence. Et aussi, et surtout, parce qu'elle permet d'exercer une forme de domination sur quelqu'un d'autre. Violence envers les femmes, domination. Inceste, domination. Pédophilie, teens, etc., c'est une domination. Moi j'ai toujours un problème quand même avec ça parce que j'ai pas encore les bons mots pour en parler, mais en fait la domination pour moi c'est une position de responsabilité, mais c'est pas encore le passage à l'acte en lui-même. C'est pour ça que moi, notamment pour l'inceste, je parle plus d'écrasement, fantasme d'écrasement et tout ça. Dominer, c'est pas encore la violence, tu vois. Le problème c'est la propriété. Bah, en tout cas chez les hétéros, oui, c'est les packs de propriété, oui. Le problème c'est que en fait les positions de domination sont tout simplement des positions qui se construisent naturellement et que la sexualité vient, sublimer, transformer, emballer, c'est peser, je sais pas quoi. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les relations de ce type-là, avec de la domination, sont un problème? Genre, je vous en donne une en 1000, la relation élève-professeur. Enfin, je veux dire... Et je vous parle pas forcément du truc transgressif. Ça peut très bien être le professeur de 30 ans et la jeune fille étudiante de 21 ans ou 22. Et après, il y aura des gens sur Twitter pour dire « Oh là là, c'est vraiment un problème !» Bon, du calme. Mais ce que je veux dire, c'est la domination, c'est la situation de responsabilité, mais c'est pas encore la situation de violence. C'est pour ça que moi, j'ai un peu du mal au fait qu'on s'arrête à ça pour l'instant, pour parler du problème, parce qu'on en viendrait à tisser des discours en mode c'est la domination le problème, alors que c'est un peu lutter contre du vent en fait. C'est comme vouloir empêcher le vent de circuler. Les positions de domination existent, quoi qu'on fasse. Et après, on peut très bien essayer de broder un truc anti, tu sais, du type oui, mais sans le patriarcat, sans le capitalisme, ces situations n'existeraient pas et tout ça. Bah oui, et donc du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur la situation d'un parent et de son enfant? La responsabilité d'un adulte sur un être qui advient au monde et qui n'a pas encore tous les outils pour penser par lui-même et se défendre. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'occupe d'une personne âgée. Une personne qui s'occupe d'une personne âgée, qui a besoin d'elle, qui dépend d'elle. Enfin, je veux dire, les situations de domination et de soumission et de ce type de dynamique se produisent matériellement. Parce que c'est un rapport au corps, en fait. C'est un rapport au possible, à la responsabilité, à la maturité. Condamner simplement et purement la domination, ça pose un problème parce que moi, je pense qu'il s'agirait plutôt de responsabiliser le dominateur. Non pas de balayer et d'idéaliser un monde sans domination, mais de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la responsabilité du dominateur et la responsabilité de ne pas franchir certaines limites et d'être bienveillant dans sa situation qui parfois est quelque chose que tu peux pas vraiment changer, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es un professeur et que tu domines un élève de ta posture et que peut-être que des jeunes élèves fantasment sur toi et te le font savoir, tu as une responsabilité à avoir. Voilà, après c'est tout un débat éthique. Il y a plus à chercher dans la responsabilisation des positions de domination que dans leur abolition supposée qui est plutôt une idéalisation, quoi. Enfin, c'est là où notamment le BDSM offre des enseignements et parfois les gens qui sont dans des sexualités vanilla, ça ils comprennent pas. C'est que
là où le BDSM permet aussi de se réconcilier avec ces dynamiques qui n'existent pas seulement dans le BDSM, mais un peu partout. De pouvoir s'autoriser à les fantasmer et surtout de trouver les outils et les expériences qui permettent de faire ça de manière safe et qui permettent de faire ça sans reproduire une certaine violence, sans rentrer dans des fantasmes d'écrasement et tout ça. Où est-ce que le consentement revient dans cette matrice et dans cette dynamique? C'est ça qui est le plus important. C'est la différence entre le pouvoir et l'abus de pouvoir. Ouais, mais en fait, tu pourrais discuter avec des féministes queer pro-sexe et elles te diraient que parfois c'est l'abus de pouvoir en lui-même qui est excitant. C'est pour ça qu'encore une fois, on en revient à la matrice du consentement. C'est le plus important, c'est le consentement. Là, il y a du consentement, c'est pas au détriment du dominé. Oui, de toute façon, c'est pour ça que moi, j'essaye de trouver une piste en parlant d'écrasement, même si je trouve que le mot s'adapte plus à des situations d'inceste, parce qu'on comprend bien la notion d'écrasement dans ne serait-ce que le rapport corporel, quoi. C'est que l'écrasement peut faire sens pour en parler d'un point de vue incestuel et d'un point de vue pédophile. Pourquoi ? Parce que c'est littéralement le corps de l'adulte qui écrase de son poids et de son expérience le corps de l'enfant, le corps de la personne plus jeune. Ça fait sens, mais les situations de domination, comme j'ai dit, c'est pas uniquement sous ce prisme-là. Si vous êtes dans une situation où c'est une personne âgée qui dépend d'un adulte, parce que ça existe, c'est peut-être très niche, mais ça existe, c'est-à-dire des adultes qui abusent de personnes âgées. Ça existe aussi, hein. Mais donc c'est peut-être très rare et on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe aussi. Donc en fait, l'écrasement ne suffit pas. Et j'ai pas encore les clés linguistiques qui me permettent d'avoir les bons mots. J'allais partir et finir d'écrire mon épisode en essayant de trouver des explications à du coup pourquoi est-ce qu'on serait de manière culturelle ou de manière biologique attiré plutôt par ces thématiques-là. Bah, moi je dirais que j'ai pas envie d'encourager le fait que c'est normal d'être attiré par ces dynamiques, mais je pense qu'il est dans notre erreur de mettre ça sur le compte du BDSM et de ne pas voir à quel point c'est une banalité dans les configurations sociales dans le monde de tous les jours que d'avoir ce type de dynamique et d'avoir des gens qui fantasment dessus. En fait, c'est comme la prostitution. Le rapport transactionnel, on le relègue à la prostitution et du coup, ça permet de ne pas l'interroger dans d'autres structures amoureuses et sexuelles, affectives et sexuelles. Mais pareil, la domination-soumission sont des dynamiques bien plus tendancielles qu'on ne le pense et dans l'imaginaire sexuel, ça nous permet de nous arranger avec la réalité que de reléguer ça au BDSM, alors qu'au final ça imprègne tellement de choses. Bref, c'est pour ça que je parlais d'acteurs, oui. Après, tu peux pas dire ça de Charlie d'Angers, la meuf elle regarde jamais de porno et tout, mais oui, il y a le côté, c'est vrai que des fois il y a le côté un peu d'acteur de waouh, mais comment tu peux regarder ça? Comment tu peux être intéressé par la domination-soumission alors que c'est prégnant dans tellement de configurations? Enfin, j'ai presque envie de dire, le sexe hétérosexuel en lui-même est très difficile à décorréler de la position de domination-soumission, point barre en fait. Et que ça se passe bien ou pas en fait, peu importe. D'où l'hétéropessimisme. Le script était quasiment terminé, sauf que Hélène m'a appelé avec les autres copains avec qui on faisait toutes ces études et tout, et ils m'ont souligné un très très gros problème, à savoir que notre étude était en fait pas bonne. Ok. On a fait une erreur. On a eu un énorme biais et en fait, ça se trouve, ça faussait carrément tous les résultats qu'on avait obtenus. Okay. Est-ce que vous vous rappelez? On avait réussi à déterminer que les vidéos avec ces tags étaient les vidéos les plus consommées sur la plateforme. À la fois, les tags étaient les tags les plus utilisés de manière générale, mais surtout bien présents dans le top des vidéos les plus consommées. Vous vous rappelez de ça? L'erreur qu'on a fait, elle est tellement bête, mais genre vraiment, c'est un peu la honte, mais ça fait partie du processus de recherche, donc je le partage parce que c'est important. Qu'est-ce qui nous dit que les tags sont représentatifs du contenu, de l'intérieur, de ce qui se passe Ah oui, donc faut vérifier à chaque fois. dans la vidéo? Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas juste des tags putaclic qui sont utilisés juste pour booster les vues? Oui, c'est possible. Mais du coup, là, on est censé faire comment? Parce que on peut pas... Enfin, c'est même pas possible, c'est sûr. Est-ce que tu crois que Mohamed, il pourrait coder un genre d'IA qui permettrait de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des vidéos Wesh. et de vérifier en fait le contenu de chaque vidéo pour voir si ça correspond bien au tag? Ça devient sérieux s'il y arrive. Pour l'instant, il n'existe pas vraiment d'outils qui permettent de faire ça, enfin pas aussi avec autant de finesse, tu vois, et tu peux pas garantir la fiabilité, donc non, pas vraiment. On n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il y a dans les vidéos, donc on pourra jamais être sûr et certaine que, à la mano, que notre étude elle est valable. Donc là, tu réduis l'échantillon, tu le fais toi-même peut-être? en fait, on abandonne quoi. Non, moi je pense qu'il y a une solution. On pourrait, je pense, hein, on pourrait, tu vois. Regardez. Non. Regarder toutes C'est tout, c'est la recherche, hein. les vidéos pour comparer. Eh mais tu crois les gens dans les porn studies, ils font quoi? Ils regardent, hein.
Ça va s'envoyer tout le nœud port de Pornhub là. Honnêtement, à ce moment-là précis du script, je nous ai un petit peu détesté. On avait littéralement tout qui était prêt, on avait filmé, on était partant, le sponsor était partant, le monteur était partant, mais on pouvait pas laisser le truc comme ça. C'est bien, parce qu'il y a des youtubeurs, ils auraient dit c'est bon. Qu'est-ce qui nous dit que c'était réellement représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo? Là, dans ces cas-là, les enfants, il y a plusieurs options. Soit on abandonne, soit on se retrousse les manches et on recommence tout. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous vous rappelez des rapports gouvernementaux dont on a parlé plus tôt? Eh bien, dedans, ils citaient une étude qui annonçait que 90% des vidéos contenaient de la violence. Cette étude, elle est hyper intéressante parce qu'elle a été citée plus de 800 fois selon Google Scholar. En gros, c'est la référence universitaire dans la matière. Dans l'article, ils regardent les 50 films les plus populaires à leur époque pour en déterminer les types de violences présents. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit... Oui, reprendre la même méthodo. Ils ont repris la même méthodo moisie. Mais elle est pas moisie, la méthodo. Enfin, après, c'est ces conclusions qui ont l'air un peu moisies. Mais je veux dire, dans la recherche, au bout d'un moment, t'es obligé de te cantonner à... Tu vois 50, c'est petits joueurs. Oui, après, ils ont pas tout le budget du monde pour faire ça sur 2 ans, quoi. 50, ils voulaient vraiment pas regarder de porno. Oui, j'ai un peu cet avis, quand même. Mais ça doit être incroyable, quand même, les centres de recherche. Ça veut dire qu'il y a tout un panel de chercheurs, là. Ils sont 10... devant un écran, ils regardent une vidéo badante en mode inceste, ils sont tous en mode oh 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 non oh la moitié on la barre. Hein. Carrément ils mettent des joggings pour aller au bureau pour éviter que ça se voit. Donc on a tout regardé pendant des jours et on tenait les comptes sur un tableau Excel. Très vite, on s'est rendu compte à quel point il était compliqué à... Moi, je mate 50 films par mois, parfois c'est pas dur. On parle de porno, paf, t'es sûr? 50 films par mois. Pareil, c'est des films. Ok, on applaudit, paf. Toujours Outwalker basé. Bravo, paf. Dans la vraie vie, quelqu'un qui te menace de te faire perdre ton job si tu couches pas avec lui, ça s'appelle un viol. Mais dans le porno, c'est un lundi matin. On s'est posé aussi des questions existentielles. Les gars, j'ai une question. Est-ce qu'on considère que le zob dans la bouche qui est tellement gros qu'elle fait genre hi hi hi, je m'étouffe, c'est bâillonné? J'ai mis non, sauf si genre le mec pousse la tête en mode vas-y, étouffe-toi bien pendant ta gorge profonde. Mais j'ai un doute quand je vois le nombre de 1 dans cette colonne chez Charlotte. Ouais, je vais pas vous mentir, c'était une expérience. Donc on a fait tout ça. Et ce qu'on a découvert, eh ben c'est absolument pas ce à quoi on s'attendait par rapport à la première étude qu'on avait faite. Okay. On a pu faire une comparaison entre les catégories Pornhub associées au thème, les groupes de tags que nous, on avait déjà définis, et surtout le contenu réel, à savoir ce qui se passe réellement dans la vidéo. Et là, surprise, eh ben en fait, il y a juste une différence monstrueuse entre les trois. C'est-à-dire que la catégorie et les tags... Ok, mais c'est... ok. Moi, je suis sûr pour Stepmother, Stepfather et tous les gens, ils vont vraiment chercher le contenu en question. Et par exemple, pour Teen, beaucoup moins. Teen, ça doit être un tag qu'on met un peu partout et tout, non? Le plus flagrant, c'est clairement pour le thème Teen. Pour rappel, 75% des vidéos sont classées sur la plateforme dans la catégorie 18-25. C'est énorme, 75%, ok? Donc c'est une des catégories les plus populaire. Oui, c'est ça, il y a le tag teen, mais c'est un grand-père qui se les branle tout seul. Mais quand on compare ces vidéos-là avec les tags, qui sont choisis, eux, par les utilisateurs, je vous rappelle, eh ben on tombe à 25%. Ah ouais, ça fait une sacrée différence. Et on parle des mêmes vidéos. Et quand nous, on a regardé manuellement le contenu, eh ben on est tombé à 2%. C'est-à-dire qu'une seule vidéo sur les 50 jouait clairement sur l'ambiguïté de l'âge d'un des protagonistes. Donc en fait, les tags et les catégories qui utilisaient des termes qui pouvaient se rapprocher à une notion de jeunesse... Ok, on est sauvé, la société est pas fucked up. C'est ça, non? Eh ben, ils ne décrivaient pas forcément ce qui se passait concrètement dans la vidéo. En tout cas, seulement dans 2% des cas. Ceci étant dit, je dois quand même préciser que cette catégorie était hyper difficile à jauger. En fait, on est tous naturellement pédophiles. Mais il y a des trucs dans le chat, là, ça vous réveille. Hein.
Non, mec, on n'est pas tous naturellement pédophiles. Là, un pédophile, c'est quelqu'un qui a vraiment, et même contre sa volonté, un lien entre son excitation et la vue d'artifice ou de jeunes enfants. Ça veut dire que quand il est dans un parc et qu'il y a un gamin de 4 ans qui fait un château de sable, il bande en fait. Non, nous ne sommes pas tous pédophiles. Arrête en fait. Non, je plaide la folie. Bah oui, écoute, tu as tes problèmes. Mais s'il te plaît là, garde-les pour toi, trouve de l'aide, je sais pas. Mais... Alors, pour la catégorie fantasme familial, pour le coup, c'est assez différent. On voit que c'est le seul thème qui est assez consistant pour le coup entre les tags et le contenu réel. C'est-à-dire que quand une catégorie ou un tag annonce que va y avoir un truc stepmom, stepsister, nanana, et ben dans le contenu, c'est assez factuellement vrai. Il y a bien un élément qui surfe sur cette ambiguïté parentale. Après avoir un petit peu écumé Reddit pour essayer de lire des témoignages des personnes qui regardent ce contenu, apparemment, l'intérêt ici, ce serait plutôt de soudainement vivre dans la même maison avec une femme qui n'est pas de ta famille. D'autres suggèrent qu'en réalité, c'est parce que les scènes filmées peuvent s'appliquer à absolument tous les marchés possibles. Donc demi-sœur, colocataire, voisin, voisine. Oui, en fait, oui, c'est très simple. Ça veut dire que tu peux très bien faire tourner une vidéo genre random porno, mais le titre, tu mets « Step Bro m'aide à me sentir mieux en me baisant de bon matin ». Et ça y est, quoi, l'imagination fonctionne. Et il y a également un truc, c'est que beaucoup d'hommes avouent aussi ne pas lire les titres et ne pas réaliser qu'ils consomment un contenu où les protagonistes sont identifiés comme étant de la même famille. Si par exemple vous avez une vidéo où il y a une fille qui couche avec un garçon et que vous n'avez pas regardé les tags de la vidéo où il y a marqué Step Sister, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est théoriquement, apparemment, sa belle-sœur? Donc tout ça, ça biaise énormément aussi l'étude qu'on avait faite. Il baise sa mère sans faire exprès, ça tourne mal. Après, moi, j'ai envie de parler du fait que il y a une fois, il y a une créatrice de contenu, j'avais bien aimé ce qu'elle fait, mais vous allez voir, c'est très spécifique. C'était un délire de Step Bro. Me crachez pas dessus tout de suite. En gros, c'était le délire de ma sœur a transitionné, je l'aide à s'épanouir. Et moi, j'aimais bien, je m'y retrouvais un peu. C'était en mode Step Bro m'aide à affirmer mon genre. Step Bro m'encourage dans ma féminité. Mais moufette, mais c'est pas un problème, c'est mignon. C'est mignon, c'est juste une jeune meuf trans avec un mec de son âge sous le délire Step Bro m'aide à blablabla, tu vois. Step Bro est un allié, oui, c'est un peu ça. T'as raison, Tom, il y a tellement d'acteurs sur ce chat, ça y est. Les acteurs, là, vous voulez pas faire des dons? En fait, je comprends. C'est du très bon contenu que je vous offre, là. Du niveau d'analyse qui vous dérange, qui vous met pas à l'aise. Mais en fait, il y a pas beaucoup de dons parce que je sens que les gens sont pas à l'aise. Je vous mets un peu en difficulté, non? Qui bande devant le stream? On observe que 60% de vidéos qui annoncent du contenu violent contiennent, en effet, du contenu violent. Si vous vous rappelez de l'étude dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est quand même vachement moins que les 90%. Ah oui, pour la violence, oui, pour le coup, oui, ça... Merci Diozar. Oui, toi, t'es pas bizarre. Tous les gens... Attendez, c'est simple. Tous les gens qui sont pas sub sur ce stream sont suspects. Tous les gens qui sub, je les emmerde plus, c'est bon. Pour moi, vous êtes tirés d'affaire. Mais tous les autres, là, je vous vois un bizarre quand même. Merci Ras-le-bol. Meuf, je suis à moins 900, là. Ouais, sur quoi tu te branles? Sur quoi tu te branles, s'il te plaît? Hein? Moins 900 mon cul, hein. Je suis pas sub. Tom, qu'est-ce que tu fais là-haut, là? Vous imaginez 60% du contenu des plateformes porno contiennent de la violence envers les femmes. Ouais, après, l'angle de son truc, c'est vis-à-vis de notion de domination-violence où je suis moins d'accord. Parce que je trouve qu'elle confond domination et violence. Et rappel, hein, il y a des meufs qui aiment bien quand c'est un peu dur, quand c'est un peu sauvage et tout, voire même qui sont un peu maso. Et c'est ok, comme on va dire là. Encore une fois, c'est le consentement qui compte. Et après, n'oublions pas que dans l'industrie porno, le consentement, bon, voilà, c'est ça le problème aussi. Et surtout, là où c'est complètement différent des deux catégories précédentes, c'est que c'est bien supérieur, ce chiffre, que celui des tags. Avec les tags, on est à peu près à 25% qui décrivent des actes de violence, alors que dans la réalité, c'est 60% des vidéos qui sont concernées. Mais alors la grande question, c'est pourquoi ? Est-ce que du coup, ça veut dire que certains de ces comportements dits violents ne sont pas considérés comme violents par les utilisateurs lorsqu'ils postent la vidéo et donc du coup, ils décident de ne pas utiliser des tags associés à ça ?
Ouais, moi je trouve là son billet, c'est vraiment cette notion. Là, on rentre presque dans un débat philosophique. C'est que moi j'ai plus de mal à la suivre là-dessus parce que oui, c'est notion de violence, domination et tout. Elle est peut-être pas assez creusée. Et c'est elle qui définit ce qui est violent. Bah c'est ça. En fait, pour moi, la violence, c'est l'outrepassement de la volonté d'autrui et que ça soit de la cruauté, que ça soit de l'écrasement. Outrepassement du plaisir d'autrui. Non, vraiment du consentement. Mais commencez pas à mêler désir, plaisir et tout ça. C'est très complexe tout ça. Parce que des fois, le plaisir d'autrui, c'est précisément d'avoir mal en fait. Genre les masochistes sont valides et légitimes. C'est, tu vois, genre. Je vous mets par exemple maintenant à l'écran la méthode employée dans l'article de référence et que nous on a reproduit. Et là, ça devient évident de pourquoi est-ce que les chiffres concernant la violence sont aussi élevés. Parce qu'en fait, globalement, avec la méthodologie qu'on a utilisée, on met sur le même plan une fessée que menacée avec une arme. Voilà, merci. En fait, c'est ça, ouais, oui, elle cook, merci. Je vais finir par être d'accord avec elle. Mais vraiment, attends, mais on en parle quand même. Charlie Danger, pour l'instant, sans faute. Hein. Même quand je suis en mode elle revient dessus et elle cook. Donc, merci, Charlie. Et donc, évidemment que là, on va avoir 60% des vidéos de la plateforme qui vont... En gros, la question, c'est... Est-ce que mordre, pincer, tirer les cheveux, ce sont vraiment des actes violents? Il y a des vidéos où ça l'était, hein, clairement, c'était vraiment dans un contexte violent, et d'autres où c'était un petit peu difficile à déterminer. Par exemple, évidemment que sorti de son contexte, si je vous dis « il l'a mordu », c'est un peu violent. Mais si en fait, factuellement, le gars il mordit juste avec affection, genre est-ce que ça compte du coup aussi comme étant un peu violent? Il y a plein de petits éléments comme ça où on savait pas trop comment on décide. C'est évident qu'avec une méthodologie froide où tous ces actes sont compilés l'un à côté de l'autre... Mais vous voyez, en fait, vous vous rendez compte? Non mais attendez, on revient là-dessus. Là, on parle de l'étude qui a été utilisée par le Sénat et le Haut Conseil à l'égalité. On parle du rapport qui a été fait par nos institutions et qui est capable de mettre dans la même catégorie une fessée et une menace par arme à feu. En fait, c'est quoi ton rapport à la violence? J'ai l'autre soir avec sa mère... Demande-lui. Oui, dans ces 60%, il y avait des vidéos qui étaient franchement hyper désagréables, ça, oui, ok. Comment je tabasse ma prostate? Elle peut pas se plaindre. Moi, en fait, j'adore ce réact là, parce qu'il y a des messages dans le chat, il faut les encadrer. Mais d'autres étaient juste un peu rigolotes, voire un petit peu étranges. Moi, vraiment, quand on m'a dit violent comme catégorie, je m'attendais à avoir globalement des... Ouais, du knife play, des trucs un peu vénères. Voilà. Comme ce qui était en fait annoncé dans certains rapports gouvernementaux. Et factuellement, nous quand on a regardé du coup le top des vidéos, on n'a pas vu ça du tout, rien du tout. Globalement, en fait, on a trouvé que c'était même plutôt assez vanilla. Vous savez, vanille. Vanilla. Dans les violences physiques, c'est surtout la fessée qui revient dans 40% des vidéos. Oh, ça va, la fessée. Oh, la fessée, qui n'a jamais... Mais sinon, dans 25 et 21% des vidéos respectivement, il y a par exemple tout ce qui va concerner le bâillonnement. Bâillonnement, c'est dans la violence. Ok. Oui, c'est violent, oui, mais... Oui, ok, oui. Étranglement, banger. Après, il y a étranglement, quoi. Parce que étranglement, en mode je mets ma main sur le cou de mon partenaire, oui, ok, c'est mignon. Mais il y a l'étranglement au sens BDSM plus trash, où c'est carrément des gens qui ont une réflexion sur je serre très fort un certain nombre de temps et je libère la personne et effectivement je la fais suffoquer. Il y a un spectre de l'étranglement, tu vois. Des fois c'est juste le placement symbolique de la main et parfois c'est vraiment j'appuie sur la glotte et je te fais mal. Et enfin, tout ce qui concerne violence verbale, c'est dans 8% des vidéos. Ouais, après violence verbale, tirage de cheveux 10%, pinçage, violence verbale. Ouais, après violence verbale, ça à la limite, c'est les Français, on fait beaucoup ça. Justement, les trucs un peu shady, Jackie et Michel, machin, très très souvent la violence verbale. Hein. Alors petite pute, t'aimes ce que je te fais? Viens la petite salope. Oh oui, daddy. Oui. En revanche, là où on a été hyper surprise par l'analyse visuelle et on ne s'y attendait absolument pas, et c'est pour ça que je pense que là il va vraiment falloir en parler, c'est la question du consentement. Ah, ça y est? 17% des vidéos qu'on a analysées représentent des situations dans lesquelles le consentement ne serait pas considéré présent si c'était une situation réelle et pas un porno. Oui, mais ok, c'est shady, ok, c'est complexe, mais est-ce que la représentation de situations outrepassant le consentement veut dire que le consentement est réellement absent? Il y a un débat. Est-ce qu'on doit
cesser de représenter des situations où le consentement est outrepassé. Moi, je peux vous dire que même dans des studios féministes ou queer ou tout ça, bah en fait, c'est pas forcément des gens qui sont contre ça. Vous voyez, genre j'ai pas abordé la question, donc je saurais pas comment vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas seulement une question liée à l'industrie d'Orcel, Jackie et Michel et tout, quoi. C'est que même dans du porno un peu plus basé, il y a quand même une réflexion sur le fait de mettre en lumière ça, et c'est pas forcément rédhibitoire. La représentation, c'est peut-être le mauvais angle. Oui, c'est là que tu vas apporter de la nuance. Bah, c'est encore un terrain qui est trop... J'ai besoin de réfléchir à tout ça, tu vois. J'ai pas de réponse. Il y a une différence entre le fantasmer et vraiment le vouloir dans la vraie vie. Mais même si tu le veux vraiment dans la vraie vie, même si tu trouves un partenaire où tu consens de ne pas consentir à un certain moment, ça reste consenti. Rappelle que le consentement ultime, c'est le non. Donc au pire, si ça se passe mal, tu dis non. Et après, il faut apprendre à dire non. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que pour se lancer dans ce genre d'aventure fantasmatique et sexuelle un peu complexe, vaut mieux avoir quand même une certaine expérience et savoir dire non. Parce que c'est le plus gros risque qu'on prend, quoi. C'est de pas réussir à s'arrêter quand ça va plus. Mais je ne veux pas empêcher les gens d'explorer des fantasmes de ce type. Je ne suis personne pour leur faire des leçons. Vous comprenez ? Si ces gens-là savent le faire de manière consentie, respectueuse et en faisant attention, bah, qui je suis pour leur faire une leçon de morale sur le fait qu'ils ne devraient pas le faire ? Tu vois ? On n'a pas défini de safe word au début du stream. Non, mais après, pour la blague, mais oui, encore une fois, le safe word, justement, dans ce type de situation, il est très important. Tant que les actrices sont vraiment bien traitées. Non, mais après, la question des conditions de travail dans l'industrie pornographique, elle est sur plusieurs aspects. Il faut de l'inspection du travail, il faut un organisme indépendant qui inspecte, il faut des chartes éthiques, et il faut que ces chartes éthiques ne soient pas écrites par l'industrie elle-même, mais par des organismes indépendants. En fait, il nous faudrait un organisme indépendant de contrôle et de rédaction de chartes éthiques. Ça, la question, elle n'est pas compliquée à traiter. Mais le problème actuellement, c'est que si elle est compliquée à traiter, c'est parce que derrière cette criminalisation un peu de la pornographie, sa production et sa consommation, on ne s'intéresse jamais à cette question. Globalement, les studios réussissent à s'en sortir parce que l'État ne leur demande jamais de faire ça. L'État leur demande de faire gage de bonne foi. Et c'est pas pareil. Ça veut dire que d'Orcel, demain, ils vont peut-être eux-mêmes rédiger leur charte éthique et ils vont eux-mêmes prétendre inspecter si les tournages se passent bien et que les conditions de la charte éthique sont respectées, à savoir que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est comme si c'était la FNSEA qui fabriquait une charte éthique sur les pesticides et qui t'assurait qu'ils ont eux-mêmes vérifié qu'on les utilisait pas dans les champs. Vous comprenez à quel point c'est absurde ? Bah, c'est la situation dans laquelle on est un peu là. Alors, il y a des systèmes automatisés qui sont mis en place par Pornhub et les autres plateformes pour les repérer et empêcher toute recherche de mots associés à ces pratiques, même s'il y a des termes qui font pareil, encore une fois, par avant. Je pense à consensual, non-consensual, ça veut dire le consentement non consenti. C'est CNC, je crois que c'est ça. CNC, et non pas le truc du cinéma. Oui, c'est consensual, non consensual. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et je pense que c'est important de regarder plus en détail en quoi il s'agit de relations non consenties. Il y a surtout 3 cas que nous, on a observés. Le premier, c'est un des protagonistes qui menace l'autre pour avoir un rapport sexuel. Okay. Du style « tu perdras ton job si tu couches pas avec moi ». Okay. Le deuxième, c'est un des protagonistes qui demande du sexe, ce que l'autre refuse. Et alors, le premier protagoniste insiste jusqu'à ce que j'ai des PTSD. L'autre finisse par céder. Et enfin, le troisième, c'est un des acteurs qui fait semblant, et ça c'est hyper commun, qui fait semblant de dormir et se fait réveiller par quelqu'un via un... Ah ça, dans le CNC justement, tous les délires autour de « je vais coucher avec toi pendant que tu dors ». Ça j'avoue, il y a des gens qui fantasment là-dessus, je comprends pas. Parce qu'en fait, je sais pas, peut-être j'ai une expérience sexuelle qui fait que je vois comment techniquement c'est hyper chiant. Mais après, je suis peut-être biaisé par mes propres appareils. C'est que pour une meuf 6, ça fait beaucoup plus de sens parce que, genre, en soi, la pénétration est possible dans cette configuration. Moi, j'avoue que non. Parce que si un mec essaye de mettre son zizi en moi quand je dors, il ressort avec un Mikado. Mais non, je suis pas trop dormi, c'est juste que techniquement pour nous c'est pas pareil. Donc je fantasme pas spécialement dessus, genre. Voilà, ces 3 cas-là, ils sont quand même assez courants. Et tous ces cas sont normalement proscrits sur Pornhub, les vidéos représentant des activités non consenties, mais aussi l'intimidation et le chantage. Pourtant, ce sont 8 vidéos parmi les plus vues de la plateforme, et on peut se demander du coup pourquoi c'est en ligne, et de manière très globale, pourquoi ? Pourquoi ? Bah, la transgression, mais aussi, encore une fois, les dynamiques, prolongement des dynamiques. En fait, je
Je trouve que c'est shady, mais je trouve pas en soi que ça présente d'office un problème, que ça soit un terrain que les gens recherchent et qui les questionnent et tout, qui les excite. Et en même temps, c'est shady, quoi. Faut voir dans quelles conditions c'est fait, si jamais les gens expérimentent. Voilà. Ça peut amener à des drames. Loin de moi l'idée de dire que les vidéos pornographiques avec des acteurs ont quelque chose à voir dans les faits qui concernent l'affaire des V de Mazan, c'est pas du tout mon propos, mais l'affaire Mazan. Après, il y a la particularité de la soumission chimique qui est encore autre chose, je trouve, dans Mazan. On peut pas se contenter de juste parler de CNC et de fantasmes autour de ça. C'est un fantasme de soumission chimique. Quand bien même, au final, ceux qui ont violé étaient peut-être pas forcément au courant que c'était de la soumission chimique, mais ils se sont pas posé la question et c'est tout le problème, je crois. La somnophilie est connue dans la dark romance. Je vois très bien, Je pense qu'il y a même un lore précis de gens qui sont attirés par les gens qui ont, tu sais, le problème où ils s'endorment tout le temps et qui s'imaginent une relation amoureuse et sexuelle avec une personne qui s'endort tout le temps et du coup il y a un peu un pacte de je peux quand même coucher avec toi quand tu t'endors. Ouais, narcolepsie, voilà. Le consentement, et c'est très visible. Alors, on va voir si Charlie d'Angers tient bon sur le consentement. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas clair pour tout le monde. C'est d'ailleurs ce que plusieurs sondages récents ont démontré, comme par exemple celui qui avait été réalisé par l'Institut Opinionway pour Elle. 57% des hommes pensent que l'absence d'un non clairement formulé, ça équivaut à un oui. 57% des hommes. En fait, c'est le clairement formulé qui me fait un peu bader. C'est vraiment quand je vous parlais d'usure et que je vous parlais du fait qu'il y a un problème avec l'usure chez les mecs et que c'est un peu la nouvelle méta, l'usure, qui permet à des mecs de se faufiler dans cette nouvelle notion de consentement, de se dire que s'ils n'ont pas un non explicite, ils peuvent continuer d'essayer d'user jusqu'à l'obtenir. Ça me fait un peu peur. L'usure, vous voyez pas ce que je veux dire ? L'usure, c'est quand un mec insiste ou revient de manière répétée, tenter d'obtenir des faveurs ou d'obtenir quelque chose de la part d'une meuf ou d'un mec. En fait, c'est complexe parce que parfois, il joue sur le fait que la meuf n'est pas à l'aise et ne lui dit pas non frontalement parce qu'elle a peur pour elle-même et qu'elle a pas envie de vexer le mec. Et vous savez, la préservation d'un ego masculin, les meufs, elles intériorisent très vite qu'il faut y faire gaffe, tu vois. C'est-à-dire que quoi qu'elles pensent du mec, quand elles ont le mec en face, tu froisses pas un ego masculin trop vite parce que c'est là où la violence démarre, tu vois. Et ça, typiquement, c'est un truc que se disent les prostituées. C'est-à-dire, même si ça se passe mal avec un client, n'appuie jamais sur ce truc-là, parce que c'est là que ça peut dégénérer très vite, tu vois. Même si t'as fait du mal, ou alors mets-toi dans une situation où tu es enfin en sécurité et tu peux lui insulter sa daronne, tu vois. Tu peux lui dire à quel point c'est une merde et tout, mais tu te protèges beaucoup là-dessus. Et en fait, c'est un truc, les prostituées se disent ça entre elles, mais c'est très général. En fait, c'est un instinct très général chez les meufs, surtout chez les meufs. Et voilà. Mais l'usure, du coup, c'est précisément là où le mec sait qu'il y a cette tension pour la meuf de ne pas vouloir froisser son ego, et il se sert de cette tension pour pouvoir continuer d'insister jusqu'à avoir le fameux non qu'elle a peur de donner, le non explicite et non pas le non imagé, le non subtil qu'elle a peur de donner parce qu'elle a peur de rentrer en conflictualité et de lui faire du mal. Et parfois, ce qui est pervers, c'est que c'est pas forcément en pleine conscience. Ça veut dire que des fois, c'est des mecs, ils sont tellement incel mental, ils sont tellement frustrés, ils ont tellement peur de l'échec qu'en fait, il y a une dimension où il y a une partie d'eux-mêmes où ils savent qu'ils insistent et en même temps, ils sont poussés par la peur de se retrouver à nouveau face à eux-mêmes et face à un échec. Et globalement, bref, du coup, c'est un problème un peu complexe. Mais globalement, les gars, si vous faites ça et que vous voyez pas le problème, vous êtes un peu des merdes. Et enfin, 58% des hommes interrogés pensent acceptable d'insister après un non de leur part. Voilà, c'est ça c'est l'usure. 58%, hein. 58% des hommes interrogés pensent acceptable d'insister après un non, et c'est très précis que ça soit aussi proche de la première statistique. Tout est dit. Vous voyez, quand je mens pas, je mens pas quand je dis qu'il y a un problème d'usure et que c'est une nouvelle méta. Enfin, c'est une méta qui demeure malgré les débats sur le consentement. Parce que c'est une manière comme une anguille, de se faufiler un peu dans ces nouvelles façons de se comporter. Moi, le non, ça me bloque. Oui, mais le non te bloque. Mais est-ce que tous les noms imagés et subtils possibles te bloquent ? En fait, c'est cette question-là. Apprenez à identifier un refus, quand bien même il est très subtil. Enfin, je veux dire, un non, parfois c'est juste une meuf qui te dit « Ah, j'ai pas le temps » ou « Non, pas là » ou « Non, mais... » Enfin, même pas qui dit non et qui dit « Non, mais je suis désolé, je suis... » Tu vois, il y a plein de façons de... Read the room, oui, voilà, c'est ça. Read the room, et en même temps, en fait, c'est un jeu complexe parce que parfois, dans la séduction, il y a le fait d'essayer d'ouvrir les possibles chez un partenaire qui n'est pas encore ton partenaire, qui est ta cible de séduction, d'ouvrir le champ des possibles, et parfois la personne elle est juste bloquée
bloquée et t'essayes de la débloquer. Mais le problème de dire ça, c'est que ça donne un billet pour tous les mecs qui veulent légitimer l'usure en disant bah j'essaye de la décoincer. Sauf que c'est faux, c'est une matrice où ils partent du principe que toutes les meufs sont coincées et ça les arrange bien pour justifier le fait qu'ils insistent. C'est pas étonnant en fait que sur Pornhub, certaines vidéos jouent là-dessus, sur la fameuse zone grise du consentement, hein. Ce qui reprend aussi d'ailleurs beaucoup de discours de certains youtubeurs et de certains streamers plus récemment, accusés de V, qu'ils utilisent pour se défendre. En fait, le problème, c'est qu'au cas par cas, tu ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas cette zone grise du consentement. En fait, ça dépend du cas par cas, tu vois. Moi, le problème, c'est traiter cette question de la zone grise du consentement de manière généralisée, c'est toujours un peu un PB, parce qu'en fait, soit ça donne effectivement un passe-droit pour ceux qui font des dingueries, soit ça part du principe qu'il y aurait toujours une zone grise du consentement. Non, elle s'analyse, tu vois. Elle parle de sa situation, elle parle de plein de situations. Là, elle a dit les youtubeurs, les streamers et tout. Mais oui, tout tourne pas autour de Dany, effectivement. Mais à mon avis, elle fait aussi référence à Dany, il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète. Hein. Typiquement, moi, par exemple, justement pour revenir sur le truc de la zone grise du consentement, pourquoi j'insiste sur le consentement le plus fiable, c'est le non. Et au travers de ça, il y a une matrice où il faut armer les femmes pour être capable de le dire et pour capable d'affirmer ce non et ne pas tomber dans les situations d'usure, ou en tout cas beaucoup moins en souffrir parce qu'elles peuvent mettre un stop. Mais c'est aussi les femmes et les proches, les garçons, les filles autour d'elles, être capables de cerner ces situations et d'aider les meufs qui sont dans ces situations. Enfin, je veux dire, quand vous voyez une meuf sur laquelle un mec insiste, si justement elle se retrouve en difficulté, c'est peut-être parce qu'elle est seule dans cette situation. Je veux dire, un des bons trucs qu'on peut faire, notamment en soirée par exemple, c'est de venir et lui dire « Hé, comment ça va ?» et tu te mets à discuter avec elle. Et là, ça se passe autrement, parce que le mec peut pas insister de la même manière quand il y a des témoins. En fait, vous comprenez, il y a un truc de transformation collective à faire, tu vois, sur nos comportements vis-à-vis de ces situations. Et donc, la question de cette zone grise du consentement, effectivement, et c'est compliqué à dire, comporte la dimension de la capacité à la meuf ou au mec d'expliciter un refus, un malaise et de demander à ce que ça s'arrête. Parce que, désolé, en fait, je vais le dire très clairement, je ne dis pas ça pour parler spécifiquement de la situation de Dany ou de défendre qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que j'ai été moi-même violé 3 fois dans ma vie et que dans 2 de ces viols, c'est exactement cette situation-là qui m'est arrivée. C'est que moi, j'avais un problème pour explicitement mettre un stop. Et donc, je me suis fait violer parce que je n'arrivais pas à trouver une manière que ça s'arrête. Parce que j'étais jeune, parce que je me construisais sexuellement et que je vivais mal le moment. Mais mon réflexe de me sécuriser, c'est d'aller jusqu'au bout pour que le mec s'en aille, que ça s'arrête. Et donc, j'étais dans ce truc de je vais au bout. Après, c'est un autre type de discernement, tu vois. Il y a des meufs qui réagiraient pas comme je réagirais, mais moi, je réagis comme ça parce que j'ai la vie que j'ai eue. Et le discernement sexuel qui est le mien. Et qui s'est construit depuis, heureusement, qu'aujourd'hui, je suis beaucoup mieux armé pour dire un stop, dire non, tu vois. Ne plus me laisser me marcher dessus. Et donc voilà, je vous dis ça pour dire que c'est moi-même un problème que j'identifie chez moi. Donc je vous dis pas ça juste pour vous parler d'une zone grise du consentement qui m'arrangerait pour défendre un tel ou un tel. J'ai moi-même dans ma chair su ce que ça fait que de pas être capable de mettre un stop. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, vraiment, c'est pas pour tomber sur le dos des meufs, c'est parce que je sais ce que ça fait, tu vois. Donc voilà, les meufs, apprenez à dire non, c'est important, genre armez-vous et vos proches, demandez-leur de l'aide, ne restez pas seuls dans ce type de situation. Voilà. Et là, on peut décemment se demander si voir ce genre de scénario a pas un effet sur les consommateurs. Est-ce que ça pousse, oui ou non, les spectateurs à reproduire certaines de ces scènes en les pensant totalement normales, alors qu'en fait elles sont un scénario mis en scène par des acteurs qui représentent une situation pas normale. A young boy, and I mean a boy of 12, 13, certainly. As young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and from time to time we'd come across pornographic books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this is something I think I want to emphasize, is the most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Ah, c'est Ted Bundy. Ah oui, bah tu m'étonnes. Bah, après, moi je pense que faut pas oublier qu'il post-rationalise, tu vois. Oui, bonne excuse, voilà, bonne excuse. En vrai, je vois ce qu'il veut dire, mais moi j'irai pas jusqu'à dire le problème c'est la pornographie et tout. Moi j'irai jusqu'à dire le problème c'est que particulièrement la violence dans le sexe. À la limite, le sexe, un enfant, il a des questions et il cherche à comprendre les pratiques et pourquoi. Mais particulièrement la violence dans le sexe,
c'est encore une couche qui est particulièrement impossible à comprendre pour des enfants. Enfin, pas impossible, mais très 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 loin de leur portée et de leur compréhension. Donc oui, effectivement, c'est encore pire si des gamins tombent sur du porno qui en plus est violent, tu vois. Après, c'est encore une fois, de quelle violence on parle, tu vois? Est-ce qu'on parle d'une fessée ou d'une menace ou je sais pas. En gros, implicitement, il accuse la pornographie d'être directement responsable de ces méfaits. Ce qu'on nommait Moi, je pense que le responsable, c'est plutôt, oui, effectivement, la société puritaine des années 40-50, l'impossibilité de parler de ces sujets-là, le fait d'avoir aucun relais. Oui, il se défend. Il y a peut-être un angle qui me gêne dans le fait de prendre sa parole pour argent comptant, tu vois. Moi, pas d'accord. Mais comment ça, pas d'accord? Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, les gens, vous n'êtes pas d'accord avec l'éducation sexuelle, dont on défend littéralement l'existence dans le programme de la France Insoumise ou des trucs comme ça. Vous pouvez pas me dire, le problème, c'est pas la société puritaine et la manière dont elle rend tabou tout ça, tu vois. Genre... La personne qui l'interroge, c'est James Dobson. C'est un leader évangélique qui clairement Ah bah oui, voilà, contexte. a un avis sur la question, plutôt Bah oui. du côté conservateur Il d'ailleurs. lui sert la soupe un peu. Il est anti-pornographie, ok? Et ça, c'est intéressant, parce que, est-ce que vous vous rappelez des rapports gouvernementaux dont on parle depuis le début de l'épisode? Eh bien, c'est aussi ce qu'ils sous-entendent quand on les a consultés. Oui. Ils laissent entendre que la pornographie engendre tous les problèmes. Addiction, comme en parlait Thibaut InShape dans sa propre vidéo, sexisme, culture du viol, agression, voire meurtre. Mais concrètement, factuellement, est-ce que c'est vrai? Quand on tape Effects Pornography dans PubMed, on Putain, mais elle est trop bien sa vidéo. Elle remet même en question l'addiction là. Mais mon cerveau explose un peu, je vous avoue. Là où mon cerveau explose un peu, c'est que moi, quand je creusais dans ce genre d'études et dans ce genre de questions, j'avais vraiment l'impression de mettre les doigts dans quelque chose de niche. Et là, elle débarque, vidéo à plusieurs centaines de milliers de vues. Elle creuse ces trucs-là. Merci. Elle est vraiment en train de faire avancer le sujet de fou là. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que la consommation de porno ait le moindre effet négatif sur les actions dans la vie réelle. Il n'y a pas de corrélation entre consommation de porno, intense ou pas intense d'ailleurs, et agression sexuelle. Pas de corrélation non plus entre les comportements plus agressifs ou sexistes. Pour moi, c'est exactement le même débat. Oui, voilà, comme jouer à GTA. La corrélation entre jouer à GTA et être violent dans la vie, tu vois. N'oubliez jamais que ce type d'analyse, c'est aussi une analyse qui vise tellement à dépolitiser le débat. C'est-à-dire, pourquoi un mec avec une bagnole va se cracher? Pourquoi? Il a joué à GTA? Ah oui. Il y a que ça dans sa vie qui a fait qu'il s'est craché avec une bagnole. Par contre, vous savez ce qui est corrélé avec une attitude plus négative, voire sexiste envers les femmes? Être un homme plus âgé, voter à droite, vivre en région rurale et avoir un niveau moins haut d'éducation formelle. Eh oui, tiens, c'est le profil de la plupart des flics. Eh oui. Alors les fachos. Et en fait, quand on regarde vraiment bien, eh bien, certaines études soulignent même plutôt l'effet inverse. Une meilleure accessibilité au porno semble avoir un effet plutôt positif à grande échelle. Bah oui, mais c'est bien, ça soutient ma thèse. L'expérience, expérimenter vous rend moins bête. Moi, c'est vraiment ce truc, je le redis un petit peu, je l'ai dit il y a longtemps, mais pour vous donner un exemple. Imaginez une meuf qui fantasme sur le fait d'aller sucer plein de bites en club libertin. Voilà, exemple. Elle est là, pendant des mois, elle y pense, elle en parle peut-être à son partenaire, parce qu'ils ils sont libertins, partons de ce principe, elle y pense, ça la fait mouiller, voilà, c'est son délire, et elle se représente des choses très grandiloquentes, tu vois, genre, elle voit vraiment des images pornographiques hollywoodiennes, avec toutes les queues devant elle, elle s'imagine le faire, elle s'imagine croiser leurs regards, tu sais, elle s'imagine toutes ces choses, et elle les esthétise énormément. Maintenant, elle va le faire. Elle va dans ce club libertin, elle se met à genoux et elle se retrouve avec des queues face à elle. Son fantasme est en train de prendre forme. Ouais, voilà, on picture et réel, c'est pas la même. Maintenant qu'elle expérimente son fantasme, d'un coup, il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte dans son expérience qu'elle n'avait pas prévu. Et c'est presque là où je dirais que Deleuze a une réponse dans le concept de corps sans organes. C'est que dans le fantasme, on est dans la position du corps sans organes. Et c'est précisément parce que l'expérience vécue est vécue dans un corps bien en chair et bien pris dans une matérialité, dans le réel, que le fantasme devient un peu moins fantasme et un peu plus réel. On se projette. Ben oui, mais ça veut dire qu'elle va être face à des queues et peut-être qu'au bout de la première, elle va se dire « Oh, j'ai mal à la mâchoire ». Et peut-être qu'après la seconde, elle va se dire « Putain, mais le temps passe là, c'est vrai qu'à cette heure-ci, je regarde telle série sur la télé ». Ou alors d'un coup, il y en a un, il pue.
Et se dire ah putain lui il pue, ça me saoule. Genre lui il est sale, ou alors elle se dit ah tiens j'ai bien aimé ça. En fait d'un coup toutes ces sensations, elle fait le bilan, elle les remet en perspective et d'un coup, son fantasme est beaucoup moins hollywoodien, tu vois, beaucoup moins on picture. Et grâce à ça, peut-être qu'elle va moins passer son temps à être obsédée par le fait de le réaliser. Vous comprenez ? Ça veut pas dire qu'elle va arrêter. Peut-être qu'elle va prendre goût à l'expérience, elle va le refaire. Mais en tout cas, ça lui permet de sortir du caractère obsessif que représente le fantasme. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus le corps sans organes qui nage dans une espèce de représentation et tout. Voilà. Tu découvres, ou alors tu découvres d'autres trucs. Oui, mais en tout cas, c'est une manière aussi de mieux vivre le truc, quoi, parce que ça devient réel. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui ont de l'expérience sexuelle et quand ils sont face à des gens qui se mettent à fantasmer, ils sont en mode MDR, petit joueur. Pourquoi petit joueur ? Parce que tu fais de tout un fromage un truc qui est pas ouf. Mais pas ouf au sens de vas-y, expérimente, fais-le et tu verras que c'est pas si ouf que ça. C'est pas que c'est pas si ouf que ça, c'est que c'est juste, il faut le mettre dans le réel, tu vois, au bout d'un moment. Parce que moi, je pense que le plus grand danger, c'est précisément de ranger au placard des fantasmes obsessifs. C'est ce qui rend fou. Ce qui rend fou, c'est de vouloir mettre au placard des espèces de fantasmes sublimés, esthétisés, parce qu'on n'osera jamais les faire. Et en fait, l'obsession, elle demeure. Et après, on se retrouve à vivre avec cette obsession. En fait, je trouve ça veut pas dire qu'il faut expérimenter tous les fantasmes, mais ça veut dire que c'est pas une situation qui est très saine. L'expérimentation du fantasme en lui-même est beaucoup plus saine que son obsession de son caractère esthétisé. En 2006, par exemple, une étude avait comparé le nombre de V signalés dans différents états entre 1980 et 2000, et elle montrait une augmentation de 53% de l'incidence des viols dans les États ayant le moins accès à Internet, contre une baisse de 27% dans les États qui ont accès à Internet. C'est précis ça. Mais putain, mais cette vidéo, c'est trop. Mais une fois qu'on a dit tout ça, si le porno du coup, il a pas ou peu d'effets, comment est-ce qu'on explique qu'autant de gens se déclarent accros au porno ? Comment ça se fait que le porno soit si souvent accusé de rendre... Mais pour moi, c'est parce que c'est... Là, je vais peut-être pré-shot, mais pour moi, c'est pour ça que moi, je préfère parler de solitude, parler de coût de la vie, des espaces pour sortir, pour se rencontrer, leur disparition, ou alors leur montée en coût. Et le fait que les gens, quand ils veulent du divertissement gratuit, en fait, ça tourne autour de leur PC, leur chambre, et ils sortent pas beaucoup. Et de plus en plus, en fait, c'est une addiction au type de consommation qu'on a dans ce cadre-là, en fait. Le porno en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Ma daronne, par exemple, a été accro à Candy Crush Saga. Parce que son divertissement du soir, c'était de jouer à Candy Crush Saga. Là, j'espère que tu regardes cette vidéo, Thibaut. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu la regardes, mais factuellement, c'est pas possible que tu sois addict au porno. Et c'est même quasiment sûr que tu n'as jamais été addict. En fait, j'irais presque jusqu'à dire que parler d'addiction au porno, peut-être que ça peut se tenir dans certains cas, mais c'est en général une manière de faire diversion par rapport à l'intelligence des, comment ça s'appelle, UX designers qui fabriquent ce type de site, qui pensent les fonctionnements des consommateurs, comment gagner de plus de temps de cerveau disponible sur notre plateforme. C'est, voilà. Faut bien un coupable qu'on diabolise pour pouvoir continuer à exercer un pouvoir tabou autour de la sexualité. Bah oui. Mais non, mais là, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'elle est salvatrice, la vidéo. Les gens, ils sont en train de nous la mettre à l'envers. Au prétexte de la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes et contre les VSS, ils sont en train de mettre tout le budget et tout l'intérêt autour de la pornographie, ce qui va juste globalement sanctionner les gens qui regardent ça alors que ça pose pas de problème. Moi, je trouve que limite la question un peu plus légitime, c'est les questions qu'on se pose vis-à-vis de la consommation de porno pour les enfants. Ça, à mon avis, c'est le débat un peu plus légitime. Mais parler de patriarcat comme étant le porno comme support total du patriarcat, vraiment, je trouve que c'est... Grâce à de nombreuses études, la communauté scientifique et médicale, ce qu'elle en dit, c'est qu'elle ne reconnaît pas l'addiction au porno comme étant une maladie. En fait, ce que ça dit, c'est que le problème, c'est vous, c'est pas le porno. Je résume vraiment hyper grossièrement des décennies de recherche sur le sujet, mais en gros, ce que ça dit, c'est que les personnes qui déclarent avoir une consommation déréglée, incontrôlable ou problématique du porno sont majoritairement des gens ayant des valeurs qui s'opposent à l'utilisation du porno. Ça peut être parce qu'elles ont grandi dans des familles très très religieuses, ou alors parce qu'elles sont sexuellement plutôt conservatrices, genre elles ont des croyances associées au sexe et à ce genre de choses. Et donc, ces personnes-là déclarent se sentir plus souvent coupables ou honteuses de leur comportement, qui est de consommer du porno alors qu'elles trouvent cette pratique moralement condamnable. Oui, voilà, c'est un rapport au tabou, ouais, effectivement. Ce
Ce que ça montre, c'est qu'elles sont en colère contre elles-mêmes de Je suis d'accord avec tout, mais c'est ça qui est fou avec sa vidéo. désirer en consommer davantage. C'est que nous on est là, on est une certaine extrême gauche, on a l'impression d'essayer de creuser des trucs un peu à l'avant-garde qui gênent, et puis Charlie Danger débarque et elle fait une vidéo comme ça, c'est merci. En gros, avoir des préjugés envers la pornographie, ça mène à une relation difficile et contradictoire. C'est un conflit interne et c'est un conflit moral. Et donc, il est fort probable que si vous considérez avoir un problème avec le porno, c'est plutôt parce qu'en fait, vous mettez en conflit vos comportements sexuels avec vos valeurs personnelles. Ouais, mais moi je pense que, en fait, j'ajouterais aussi l'angle de capitalisme pulsionnel tardif, le rapport aux plateformes et à ses utilisations développe des comportements sur lesquels on met le mot addiction. Mais globalement, on peut mettre ça pour toutes les plateformes qui ont une réflexion de design qui permet de capter l'attention et de faire rester la personne longtemps. Enfin, je veux dire, c'est à prendre dans le même registre que les gens qui se disent accros au shopping sur Amazon ou sur Vinted, que les gens qui se disent accros à scroller sur TikTok, que les gens qui se disent accros à se mater 10 vidéos de youtubeurs par jour en faisant rien. Donc notre étude, en plus de tout le reste, elle a aussi des biais parce qu'elle prend en compte uniquement ce que les gens appellent la pornographie mainstream. Et la pornographie mainstream, eh ben, c'est que la partie visible de l'iceberg. Oui. Tant les supports porno sont vraiment immenses, il y a tellement de possibilités, c'est juste infini. Et justement, quand Le vélo porn, ça existe, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vélo porn, c'est en mode un plug ou un dildo sur la selle. Souvent, c'est ça. Hein. Dildo sur la selle et petite virée dans la nature en vélo, mini-jupe. Et de temps en temps, la caméra qui filme et hop, la petite jupe. Et bien sûr. T'es bien renseigné. J'ai déjà vu des vidéos de vélo porn. La vélorussion se fera avec un dildo dans le cul. Ah. Et donc, travailler sur le porno mainstream, c'est aussi se frotter à tout un tas de recherches qui sont ultra biaisées et militantes. Que ce soit d'un côté avec les ultra-conservateurs ou alors de l'autre côté avec les anti-travailleurs du sexe, pareil, qui sont hyper anti-porno. Ils se rejoignent un peu quand même. En dernière instance, leur relais pour essayer de peser est-ce que l'État se mette au service de leur agenda politique, c'est d'en appeler à des conservateurs. Enfin, je veux dire, McKinnon, elle a fini dans des appareils d'État, sous des gouvernements, bon. En gros, ce qu'on a montré dans l'épisode, c'est que on pourrait théoriquement penser que certains tags sont juste devenus des normes parce qu'ils ont été une mode il y a quelques années et que leur usage s'est simplement hyper répandu dans des cercles algorithmiques. Okay. Et ça rejoint un petit peu le constat qu'on fait tous sur les autres plateformes, comme YouTube, comme TikTok, toutes les autres plateformes. Au final, le porno, c'est exactement comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou alors les mangas, même le rock'n'roll, etc. Chacun ont été pointés du doigt pour leurs possibles méfaits, mais concrètement, ça n'a jamais été prouvé. Aujourd'hui, on ne sait pas prouver que les jeux vidéo rendent violents, par exemple. Et ça occulte totalement le fait que, en attendant, ça reste des produits culturels représentatifs de leur époque. Tous les gamins de 14 ans se pignolent donc pas sur des gangbangs dans des caves choc-bar. Mais en fait, il faut décorréler le fait que effectivement le porno peut te créer des problèmes de discernement tout autant qu'il peut améliorer ton discernement. En fait, il est à la fois une réponse et à la fois un problème. Ça dépend ce que t'en fais, tu vois. Genre, c'est... En fait, un gamin qui va voir un film porno, il peut à la fois en ressortir un peu fucked up sur son discernement en mode « Ah putain, c'est comme ça que je dois m'y prendre si je baise », et donc s'y prendre mal. Mais il peut en ressortir avec beaucoup plus d'informations sur comment ça se passe et faire moins de bêtises. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Donc c'est juste, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Et oui, la question dépend bien plus de l'éducation et de la façon dont on arme les individus pour être capable de rationaliser ce type de contenu. Et je veux dire, c'est comme quand t'expliques à un enfant, non mais là, le film, c'est pas vrai, c'est un acteur, tu vois. Derrière, il y a un mec avec une caméra et tout, quand le gamin a un peu peur devant un film d'horreur. C'est le même réflexe, en fait. C'est cette prise de distance qui lui permet déjà de rationaliser. En fait, ce que je veux dire ici, dans cette conclusion, c'est que c'est pas le porno qu'il faudrait critiquer. Si on voulait vraiment faire une critique de fond, ce serait plutôt d'analyser ce que ça dit de la vision des femmes, de la domination d'un genre sur un autre, de notre rapport au consentement,
Oui, et le pire, c'est que le porno peut comporter une des réponses à ça. Ça veut dire que le porno, en étant un terrain d'accès à des corps et à des sexualités dont les gens n'ont pas l'habitude, ça peut être aussi une manière de se confronter à un vrai trouble dans le genre et la sexualité. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc avec le porno, c'est que ça peut être à la fois l'élément qui renforce le patriarcat, comme à la fois l'élément qui le fait éclater dans, dans l'intimité de quelqu'un. Tu vois, genre, imaginez un bon père de famille bien patriarcal qui s'est marié et qui est pas forcément très cool avec sa femme. Bah en fait, peut-être que vous le savez pas, mais ça fait 2 ans qu'il mate du nœud porgué. Ça fait 2 ans qu'il se branle devant un truc un peu space, qu'il a pas l'habitude et qu'il a pas expérimenté. Mais ça a déjà commencé à travailler son esprit, sa conception du genre et du sexe et tout. Enfin, c'est spécial, mais la réponse et le problème se trouvent à la fois dans le même outil. Le porno, c'est finalement qu'un symptôme de comment les hommes se construisent. Oui. Bah oui. Et d'où le fait que ça arrange bien des gens au Sénat ou dans le gouvernement. Je rappelle, petite info, c'est bien de le dire 2 fois dans un même réact. Probablement un des gouvernements avec le plus d'agresseurs sexuels qu'on ait eu. Je rappelle. Mais du coup, ça les arrange bien quand même. Parce que c'est encore une manière de protéger la masculinité hégémonique. Celle qui met des beaux costards, qui va chez le coiffeur, qui se parfume, qui assure de ne pas être comme tous ces sauvages qui violent. Ah non, ma chère madame, regardez, je suis propre sur moi. Après, il y a la question raciale là-dedans. Là, je ne fais que qu'ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, c'est vraiment la dimension raciale, surtout dans le pays en ce moment. Ce que ça suppose. Parce que cette masculinité hégémonique, bien évidemment blanche, et derrière le sauvage qu'on met à distance, celui qui est fucked up dans son discernement et qui consomme trop de porno, on y met aussi l'arabe et le noir. On y met facilement l'indésirable. Ah mais c'est la fin. Les gens, c'était trop bien. J'avoue que c'est un peu une claque ce docu-là. C'est vraiment une claque parce que... En fait, j'ai l'impression que sur un sujet où moi j'avais l'impression qu'on était très en difficulté parce que ça soit dans les organisations politiques, les syndicats, il y a très très peu de relais, beaucoup d'abolitionnistes. C'est très difficile d'amener cette question. Moi, j'avais un peu la stratégie, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec Cassandre, de se dire on va amener ce sujet-là par le bas, on va le faire sur nos streams et on va politiser la base et non pas les organisations parce que les organisations elles sont verrouillées. Et donc, on essayait d'avoir une force de frappe pour essayer de sensibiliser des gens à ces outils, à ces questions. Et elle vient littéralement de faire un braquage, quoi. C'est-à-dire qu'elle vient littéralement de faire un docu qui a des centaines de milliers de vues sur le sujet, bien traité. Non, vraiment, bravo Charlie Danger. Je m'incline. C'est vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gens. Mais attendez, on va regarder un peu vite fait l'espace commentaire parce que moi, vous m'en avez parlé. Ah oui, attendez, il y a son commentaire là. Cette vidéo ne traite que des algorithmes de recherche dans la pornographie et de la manière dont ils influencent ou reflètent certains fantasmes collectifs. Elle ne porte pas sur une autre problématique tout aussi cruciale, celle des conditions de production et d'exploitation des travailleuses du sexe. Oui, voilà. Oui, c'est bien de le dire. Ce sujet mérite à lui seul une enquête complète. Oui, parce qu'à mon avis, elle s'est fait attraper par le col, par notamment les discours à bolo en mode mais en fait, tu t'en bats les couilles de l'exploitation. Ce sujet mérite à lui seul une enquête complète, mais il ne relève pas du cadre de cette analyse. Il se concentre uniquement sur les logiques algorithmiques. Nous avons donc choisi de ne pas ouvrir ce second débat ici afin de préserver la clarté et la rigueur de l'analyse. Cela n'en renlève en rien à l'importance de ces enjeux. Simplement, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Merci d'en tenir compte pour éviter tout whataboutisme dans les échanges. Je prononce plusieurs fois le mot pédophile dans la vidéo pour désigner la pédocriminalité. Il s'agit d'une erreur de ma part pour l'écriture du script. Ah oui, typical. De même, nous n'avons pas enquêté sur les effets et l'usage de la pornographie sur les mineurs, qui est aussi un tout autre sujet, qui dépasse le cadre du travail réalisé dans cette vidéo. Si vous pensez souffrir d'un problème lié à votre consommation, n'hésitez pas à contacter les numéros et les groupes d'aide dédiés. Ok. Elle a mis direct à publication. Ok. C'est qu'elle devait anticiper. Et moi, je veux regarder un peu les commentaires récents là. Je panel d'utilité publique. Cette vidéo, elle devrait être diffusée dans tous les lycées. Pour l'étude scientifique, il y a déjà eu un préprint. Point faible trop forte. Petit boost d'algorithme du coup. Vidéo très intéressante. Super intéressant. Cœur. J'ai même pas vu le temps passer. Incroyable. Super vidéo. Banger. Hyper intéressant. Putain, les retours sont trop bien. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les vidéos les commentaires récents pour vraiment voir la vie des gens. Non, globalement, ça fait un carton. Incroyable. Si seulement on avait pu voir ça à 15 ans. Ah bah ouais. Mais c'est pas grave, on fait le taf aujourd'hui pour ceux qui ont 15 ans aujourd'hui. Je suis contente. Bref. Bon les gens, c'était un bon stream. Non, franchement, trop bon react, trop bonne vidéo. Je connaissais pas Charlie Danger. Oui, à la base, elle fait plutôt des trucs d'histoire et tout. C'est pour ça, là, j'étais un peu surprise de son format. Après, peut-être je connais mal sa chaîne et elle a déjà fait des formats comme ça, mais incroyable. Merci Charlie Danger. Allez les gens, des bisous. À bientôt les gens. Merci beaucoup. C'était un trop bon stream.